Une mère célibataire est épuisée après un long service de nuit. Elle travaille dans un restaurant miteux du sud de Chicago. Elle rentre chez elle à pied sous la première tempête de neige de novembre. Son bébé de 4 mois est blotti contre sa poitrine. Et un matin de Naples de 60 kilos tire doucement sur sa laisse à côté d'elle. Il ne lui reste que 11 $ en poche. C'est l'argent qu'elle a économisé toute la semaine pour acheter du lait en poudre pour son fils. Elle a mal aux pieds et son dos la fait souffrir. Le bus qu'elle devait prendre est parti il y a 20 minutes. Elle s'apprête à traverser le parking pour prendre un raccourci. C'est alors qu'elle entend quelque chose. Un son qui la glace sur place. Le son est faible au début, presque couvert par le vent, mais il se fait de nouveau entendre, bas et brisé. Ce n'est pas le genre de pleurs causés par le froid. Ils viennent de bien plus profond que ça. Elle se retourne et les voit. Un couple de personnes âgées, blottis l'un contre l'autre sur un banc en métal, dans un abribus. Ils tremblent, à peine vêtus pour affronter le froid. Ils se cernent l'un contre l'autre, comme s'ils étaient la seule source de chaleur au monde. Le visage de la femme est enfoui dans le manteau de son mari. L'homme a les yeux rouges, son regard est vide. Ses jointures sont blanches tant il serre la main de sa femme. Ils sont assis là depuis près de 10 heures. Ils attendent un fils qui avait promis de revenir en 1 heure. Même si elle est fauchée, même si son bébé a besoin de ce lait ce soir, même si chaque voix raisonnable dans sa tête lui dit de continuer son chemin, elle ne le fait pas. Elle s'approche, leur demande ce qui s'est passé. Puis, elle utilise ses derniers 11 $ pour appeler une voiture. Elle veut les conduire à l'adresse griffonnée sur un bout de papier froissé que le vieil homme serre dans sa main depuis le début de la journée. Mais lorsque la voiture arrive à cette adresse, il n'y a pas de maison. Pas de clôture blanche, pas de lumière sur le porche. Juste un terrain vague, des mauvaises herbes et un panneau immobilier délavé à moitié enfoui dans la neige. Le fils n'a pas oublié. Il ne s'est pas perdu. Il n'a pas écrit une adresse qui n'existe pas. Il a déposé ses parents âgés dans un quartier sans service de bus de nuit et il a disparu. Ce que cette jeune mère ne sait pas encore, c'est ce que son simple acte de gentillesse, en cette nuit glaciale, va la plonger dans un secret. Un secret enfoui depuis 33 ans. Elle va se retrouver face à l'homme le plus dangereux de Chicago. Un homme que toute la ville craint. Un homme qui s'avère être le fils disparu du vieux couple. Avant de commencer, sachez que cette histoire est une fiction, créée pour vous inspirer et vous émouvoir. Nous pensons que la bonne histoire, au bon moment, peut tout changer. Si c'est la première fois que vous nous rejoignez, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite. Et si cette histoire vous touche, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre aujourd'hui. Maintenant, retournons à cette nuit glaciale à Chicago, à un abribus du sud de la ville. Une jeune femme qui ne possède qu'un bébé et un chien est sur le point de prendre une décision qui changera tout. 30 minutes avant ce moment, Laurie Ashford a poussé la porte arrière du restaurant et est sortie dans la ruelle sombre. Son souffle formait des nuages blancs dans l'air glacial. Micah était allongé dans le porte-bébé et en tissu contre sa poitrine. Son visage était tourné vers le tissu épais de son manteau. Il dormait si profondément. Il ne savait pas que sa mère venait de passer 6 heures d'affilée à faire la vaisselle pour gagner 72 $. Presque toute cette somme avait été immédiatement remise à son propriétaire pour un loyer en retard. Il ne lui restait que les 11 $ qu'elle avait péniblement économisés pour le lait de son fils. Beau attendait près de la porte arrière, au même endroit que d'habitude. Sa courte queue remua une seule fois quand il la vit. Puis il se leva et se pressa contre sa jambe, comme si son propre service venait de se terminer. Le restaurant de Miss Patty était le seul endroit du sud de la ville qui acceptait qu'une mère célibataire amène son bébé de 4 mois dans l'arrière-salle et qui autorisait un chien de 60 kilos à s'allonger devant la porte de derrière. Ce n'était pas parce que Miss Patty était gentille au sens romantique du terme. C'était parce qu'elle comprenait que lorsqu'une femme n'a pas d'autre choix, le seul choix qui reste est de travailler avec les conditions qu'elle a. Laurie en était reconnaissante, de la même manière qu'elle était reconnaissante pour tous ces derniers temps. En silence, sans le dire à voix haute, car le dire à voix haute l'aurait forcé à admettre à quel point tout était vraiment difficile. Michael était mort 5 mois plus tôt. Un accident de grue sur un chantier de construction dans le West Loop. Un mardi matin ordinaire. Le déjeuner qu'il avait préparé était encore intact dans le réfrigérateur du chantier quand ils l'ont appelé.
L'assurance de l'entreprise avait payé juste assez pour couvrir la facture de l'hôpital pour l'accouchement de Micah 3 semaines plus tard. Pas $1 de plus. Et le pick-up que Michael avait laissé était en panne sur le parking de l'appartement depuis. Parce qu'elle n'avait pas 8 cents de dollars pour réparer la transmission. Elle allait au travail à pied. Elle rentrait de chez elle à pied. Elle portait Micah et menait Beau à travers les rues de Chicago à minuit. Et elle se répétait de la même chose chaque jour depuis la mort de Michael. Une chose à la fois. Finis ce qui est devant toi et ensuite tu verras pour le reste. La semaine suivante, elle passerait en service de jour. Un salaire un peu meilleur, un peu plus de stabilité. Mais cela signifiait aussi qu'elle aurait besoin de quelqu'un pour garder Micah du matin au soir. Ruth, sa belle-mère, la mère de Michael, l'avait aidée pour ça. Elle venait 2 fois par semaine. Laurie essayait de s'arranger pour que Ruth vienne plus souvent une fois que le service de jour commencerait. C'était le plan, fragile, rapiécé. Mais c'était la seule chose qu'elle avait. Beau marchait d'à côté d'elle sur les trottoirs couverts par la première neige de la saison. Le pelage gris-noir épais du mantin de Naples était saupoudré d'une fine couche de blanc sur son dos. Michael avait ramené Beau du refuge quand il avait 8 semaines. Une boule de chair ridée avec des yeux tristes et surdimensionnés. Il avait dit à Laurie que personne au refuge ne voulait l'adopter. Les gens avaient peur que la race ait l'air féroce. Michael avait dit ça en riant, et Beau lui avait léché le visage. Et c'était tout. Maintenant, Beau était la dernière chose que Michael avait laissée, à part Micah. Et il y avait des nuits où Laurie, allongée sur le canapé, regardait Beau dormir par terre. Elle pensait que ce chien attendait le retour de Michael, tout comme elle. Sauf qu'il ne savait pas comment le dire à voix haute. Ils traversèrent le parking derrière la rangée de magasins fermés sur Holsted Street. La neige commençait à tomber plus fort. Laurie s'apprêtait à prendre le raccourci entre 2 bâtiments quand Beau s'arrêta. Ce n'était pas un arrêt ordinaire, comme lorsqu'il sentait l'odeur d'un lampadaire ou d'un coin de mur. Il se figea. Son corps de 60 kilos devint rigide. Ses oreilles pointées vers l'avant, son museau tourné vers la gauche, vers l'arrêt de bus à l'autre bout du parking. Laurie tira sur la laisse. Beau ne bougea pas. Puis il tira, pas fort, mais clairement en direction de l'abribus. Et Laurie vivait avec ce chien depuis assez longtemps pour savoir que quand Beau tirait dans une direction, il y avait une raison. Elle le suivit. En s'approchant de l'abri, elle les vit et elle comprit pourquoi Beau avait tiré. Le vieil homme parla le premier, sa voix rauque et sur la défensive. « Tout va bien, dit-il. De la manière dont les gens le disent quand tout va mal, mais qu'ils sont trop fatigués pour l'admettre à un étranger. » La vieille femme releva la tête de l'épaule de son mari, ses yeux rouges et gonflés. Elle donna son nom en premier. « Je suis Margaret. Tout le monde m'appelle Maggie, et voici mon mari, Arthur. » Sa voix tremblait, mais elle gardait les manières de quelqu'un élevé à une époque où l'on se présentait correctement, même en plein désarroi. Arthur expliqua lentement, par phrases courtes, comme si chacune lui coûtait plus de force que la précédente. Leur fils, Doug, les avait conduits de là à 2 heures de l'après-midi. Il avait dit qu'il allait chercher quelque chose et qu'il reviendrait dans 1 heure. 1 heure s'est transformée en 2. 2h05. Leur téléphone s'était éteint à 5 heures. Ils ne connaissaient pas le numéro de Doug par cœur. Ils ne savaient pas qui appeler. Alors ils sont restés assis à attendre, parce que c'était leur fils, et quand votre enfant dit qu'il reviendra, vous attendez. Laurie écouta sans interrompre. Beau s'était déjà couché aux pieds de Maggie à un moment donné. Sa grosse tête reposait sur ses chaussures, et Maggie ne le repoussa pas. Au lieu de cela, elle posa une main sur sa tête, comme si c'était la seule chose qui l'empêchait de s'effondrer sur le banc. Arthur tendit à Laurie un morceau de papier plié en 4, l'écriture penchée et tremblante. Une adresse sur Wentworth Street. La nouvelle maison de Doug, dit Arthur. Clôture blanche, vous ne pouvez pas la manquer. Laurie regarda l'adresse. Elle connaissait le quartier de Wentworth. Elle l'avait traversé plus d'une fois. Et à ce moment-là, avant même de pouvoir se l'expliquer, son instinct se serra. Laurie sortit son téléphone et appela Hank. Hank était le chauffeur de taxi qui se garait souvent devant le restaurant de Miss Patty pour prendre les clients de fin de soirée. Le genre d'homme qui connaissait les habitués par leur nom et ne posait pas beaucoup de questions quand il montait dans son taxi à minuit, l'air sur le point de s'effondrer. Hank décrocha après 2 sonneries et Laurie lui donna l'adresse de l'abribus. Puis elle y ajouta « J'ai 2 personnes âgées qui ont besoin d'une course tout de suite et je n'ai que $11. » Hank resta silencieux un instant, puis dit
Je serai là dans 10 minutes. On s'occupera du reste plus tard. Quand le vieux taxi jaune s'arrêta devant l'abribus, Laurie aida Maggie à se lever et sentit à quel point sa main était froide. Assez froide pour la surprendre. Le genre de froid qui n'appartient pas à quelqu'un qui est assis dehors depuis 1 heure, mais à quelqu'un qui est assis depuis près de 10 heures, en plein mois de novembre à Chicago, sans un manteau assez chaud. Arthur se leva plus lentement, les genoux raides, mais il ne demanda d'aide à personne. Beau sauta sur la banquette arrière en premier, occupant près de la moitié de la place avec ses 60 kilos. Maggie s'assit à côté de lui, une main agrippant immédiatement la fourrure de son cou. C'était comme un instinct plutôt qu'un choix. Ses doigts tremblants s'enfoncèrent dans l'épais pelage gris et s'y accrochèrent fermement. Arthur s'assit de l'autre côté de Maggie. Laurie prit le siège avant. Micah toujours endormi contre sa poitrine. Elle tendit à Hank le billet de 10 $ et le billet d'1 $, tout ce qu'elle avait. Hank les glissa dans la poche de sa veste, sans compter. Le taxi traversa les rues nocturnes de Chicago. Les lumières orangées des lampadaires balayaient les vitres embuées. Personne ne parla pendant les premières minutes. Puis Maggie regarda Micah avec ce regard que seules les femmes qui ont élevé des enfants possèdent. Ce regard qui s'adoucit même quand tout le reste s'effondre. Elle demanda « Combien de mois ?» Laurie répondit « 4 mois. » Maggie hocha la tête, puis ses yeux se posèrent sur l'annulaire de Laurie, où l'alliance était toujours là. Elle demanda très doucement « Où est-ce le père du bébé ce soir ?» La question s'installa sur la banquette arrière comme quelque chose de lourd. Laurie regarda droit devant elle à travers le pare-brise et dit « Il est mort il y a 5 mois. » Maggie porta la main à sa bouche. Arthur ne dit rien. Il se pencha simplement vers Laurie sur le siège avant et lui tapota le dos de la main une seule fois. Puis il retira sa main. Une seule fois. Il n'eut pas besoin de le faire 2 fois. Et Laurie fut plus reconnaissante pour ce geste que pour toutes les condoléances qu'elle avait entendues au cours des 5 derniers mois. Parce qu'Arthur n'essaya pas de combler le vide avec des mots. Il s'assit simplement à côté de ce vide. Et d'une certaine manière, c'était juste. Quand le taxi tourna dans Wentworth Street, Laurie se pencha en avant. Arthur tenait le papier dans sa main, lisant les numéros des maisons sur les boîtes aux lettres des 2 côtés de la rue. Il disait « Maison d'angle, clôture blanche, on ne peut pas la manquer. » Ils descendirent la rue une fois, puis firent un demi-tour. Puis la traversèrent à nouveau. L'adresse sur le papier menait à un terrain vague. Des mauvaises herbes poussaient à travers la neige. Une clôture en fer rouillé penchait sur le côté, et un panneau immobilier délavé était à moitié enfoui dans de la neige. Ah, on n'a pas... Comme s'il était là depuis très longtemps et que personne ne s'était soucié de l'enlever. Pas de maison, pas de clôture blanche, pas de lumière sur le porche. Hank arrêta le taxi et regarda dans le rétroviseur, attendant. Maggie émit un son que Laurie savait qu'elle porterait en elle longtemps après cette nuit. Petit et s'effondrant sur lui-même, comme si quelque chose en elle venait de se briser et ne pourrait jamais être réparé. Ce n'était pas des pleurs, c'était pire que des pleurs. C'était le son d'une personne qui comprend enfin la chose qu'elle avait refusé de comprendre pendant 10 heures d'affilée. Arthur fixa le terrain à travers la vitre, puis baissa les yeux sur le papier dans sa main. Il regarda de nouveau le terrain lentement, comme si en le fixant assez longtemps, la maison allait apparaître. Sa main tremblait, et ce n'était pas à cause du froid. Il savait. Maggie savait. Laurie savait. Il n'y avait pas de maison ici. Il n'y en avait jamais eu. Doug avait écrit une adresse qui n'existait pas. Il avait conduit ses parents à un arrêt de bus dans un quartier sans ligne de nuit. Et il les avait laissés là. Pas parce qu'il avait oublié, pas parce qu'il s'était perdu, mais parce que c'était le plan depuis le début. Laurie était assise sur le siège avant et sentit quelque chose de froid et de lourd s'installer dans son estomac. Cette compréhension aiguë de ce que cette nuit représentait pour ces 2 personnes, et à quel point cela pourrait empirer si elle partait maintenant. Elle regarda Maggie, puis Arthur, et ensuite elle prit sa décision. Elle dit « J'ai un petit studio à environ 20 minutes d'ici. Ce n'est pas grand, mais c'est chaud, et je ne vous laisserai pas ici. » Maggie commença à secouer de la tête et dit « Nous ne pouvons pas nous imposer. Nous sommes des étrangers. Ce n'est pas correct. »
Laurie parla très doucement, mais très clairement. Je suis une femme dans une rue sombre avec un bébé de 4 mois. Et je viens de vous regarder attendre 10 heures quelqu'un qui n'est jamais revenu. Je ne vous laisserai pas ici. Elle regarda Arthur. Arthur regarda sa femme. Cette conversation silencieuse passa entre eux. Le genre de conversation qui ne peut avoir lieu qu'entre deux personnes qui ont vécu ensemble pendant 40 ans et n'ont plus besoin de mots pour les choses les plus importantes. Puis Arthur plia le papier avec l'écriture de Doug, le glissa dans la poche de son manteau et dit « Merci, Laurie ». La façon dont il le dit, lentement, avec tout le poids de ce que cela signifiait, dit à Laurie tout ce qu'elle avait besoin de savoir sur le genre d'homme qu'il était. Elle donna à Hank la nouvelle adresse. Micah dormit pendant tout le trajet du retour. Un petit point recroquevillé près de sa joue, ne sachant absolument rien de ce qui venait de se passer. Et Beau posa sa tête sur les genoux de Maggie, lourd, chaud et complètement immobile pour le reste du trajet. Comme s'il comprenait que c'était un moment de calme et qu'il resterait calme jusqu'à ce que ce ne soit plus nécessaire. Le studio de Laurie était au 3e étage d'un vieil immeuble à Bridgeport. Pas d'ascenseur, 35 mètres carrés, des planchers en bois propre. Une petite cuisine qui portait toujours la faible odeur du savon à la lavande qu'elle utilisait pour la vaisselle. Ce n'était pas grand, ce n'était pas beau, mais cette nuit-là, c'était exactement ce dont 3 personnes épuisées avaient besoin. Laurie donna le lit à Arthur et Maggie sans discussion. Elle sortit des couvertures supplémentaires du placard du couloir. Elle fit bouillir de l'eau et posa 2 tasses de thé sur la petite table de la cuisine. Pendant qu'ils étaient assis là, dans le silence de personnes qui avaient traversé une épreuve et n'avaient pas encore trouvé les mots pour la nommer, personne ne força la conversation. Laurie nourrit Micah, coucha le bébé dans son berceau, puis revint les voir une dernière fois. Maggie leva les yeux de son thé et dit très doucement qu'elle ne savait pas comment la remercier. Laurie leur dit de se reposer, éteignit la lumière de la cuisine et alla se coucher. Beau était allongé au milieu du salon, entre le canapé où dormait Laurie et la porte de la chambre où se trouvaient Arthur et Maggie. Sa tête reposait sur ses pattes avant, ses yeux ouverts, comme s'il s'était assigné la tâche de garde et que personne n'avait eu besoin de le lui demander. Le lendemain matin, le studio semblait différent, plus plein. Arthur était déjà réveillé quand Laurie sortit de sa chambre. Il se tenait près de la fenêtre, les 2 mains dans les poches, regardant la rue enneigée en bas. Il avait le regard lointain d'un homme portant quelque chose de très lourd en lui et pas encore prêt à en parler. Maggie apparut quelques minutes plus tard, ses cheveux blancs soigneusement attachés à la nuque, le dos droit. Elle portait en elle une sorte de sang-froid qui lui avait clairement coûté quelque chose après la nuit qu'il venait de subir. Ils s'assirent ensemble à la petite table de la cuisine avec du café et des toasts. La lumière du petit matin se déversait par la fenêtre et toute l'histoire commença à se dévoiler. Arthur et Maggie avaient vécu dans la même maison en bordure de Lincoln Park pendant 42 ans. Arthur était charpentier, un homme qui avait travaillé de ses mains toute sa vie. Il construisait des étagères, fabriquait des armoires, réparait les toits des voisins le week-end sans accepter d'argent. Maggie était infirmière dans un hôpital communautaire du nord de Chicago jusqu'à sa retraite 12 ans plus tôt. Ils avaient élevé 3 enfants dans cette maison. Nena, la fille aînée, 50 ans, vivait à Boston et travaillait dans la finance. Doug, 48 ans, était à Chicago. Et le plus jeune, quand Maggie parla du plus jeune, sa voix changea. Elle ne se brisa pas, mais devint lâche, comme une corde de violon détendue d'un coup et qui tremble encore. Le plus jeune s'appelait Kane. En 1991, Kane avait 3 ans. Un après-midi de juin, juste devant la maison, à moins de 10 pas de la porte d'entrée. Maggie était dans la cuisine. Arthur était dans le garage. Kane jouait sur les marches de l'entrée avec un camion jouet rouge qu'Arthur avait fabriqué à la main. Et puis, il n'était plus là. Pas de bruit, pas de témoins clairs, pas de traces. La police de Chicago a ouvert une enquête, a investigué, puis le dossier est devenu l'un des centaines de cold cases. Jamais officiellement clos, mais personne ne continuait vraiment à chercher non plus. Maggie a continué à chercher pendant 33 ans. Elle n'a jamais arrêté. Elle appelait le département de police chaque année à l'anniversaire du jour où Kane a disparu. Elle contactait des organisations d'enfants disparus, posait des affiches, jusqu'à ce que le visage de cet enfant de 3 ans commence à paraître déplacé avec le temps
car personne ne savait à quoi il aurait ressemblé en grandissant. Arthur a gardé la chambre de Cain intacte dans cette maison pendant ses 42 années. Le petit berceau, la couverture bleue, le camion jouet rouge sur le rebord de la fenêtre, tout était à sa place exacte, comme si l'enfant venait de sortir de la pièce et allait revenir. Jusqu'à ce que Doug vende la maison et que cette chambre n'existe plus. Maggie s'arrêta là. Elle posa ses mains sur la table et Laurie vit ses doigts se serrer fort, puis se desserrer, puis se resserrer. Puis Maggie se pencha et prit dans son vieux sac à main posé près de sa chaise une petite boîte en fer blanc. Le genre de boîte qui contenait autrefois des biscuits, ses coins usés, une légère rouille se formant autour du couvercle. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait des photographies. Pas beaucoup, seulement quelques-unes. L'une montrait la maison avec sa porte d'entrée peinte d'un bleu profond. Le même bleu qu'Arthur disait qu'ils avaient essayé en 3 teintes avant de le choisir, puis qu'ils avaient gardé pendant 30 ans. Et une autre montrait un garçon de 3 ans aux cheveux noirs et aux yeux gris, souriant à quelqu'un derrière l'appareil photo, les 2 bras enroulés autour d'un camion jouet rouge. Cain. La dernière photographie prise avant que tout ne change. Maggie regarda la photo d'une manière que Laurie comprit immédiatement. Parce qu'elle regardait la photo de Michael sur son téléphone chaque nuit exactement de la même manière. La façon dont une personne regarde quand elle essaie de retenir un visage en mémoire avant qu'il ne s'efface, tout en sachant que le temps gagnerait à la fin. C'est tout ce que j'ai réussi à emporter avec moi, dit Maggie. Quand nous avons quitté la maison, j'ai seulement eu le temps d'attraper cette boîte. Elle referma doucement le couvercle, comme si elle fermait quelque chose de si précieux qu'elle craignait que même le vent ne puisse l'emporter. Beau resta couché aux pieds de Maggie pendant tout le temps où elle parla, sa grande tête reposant sur ses chaussures, ne bougeant jamais, ne levant jamais les yeux. Simplement là, lourd et chaud, et n'allant nulle part. Maggie referma le couvercle de la boîte en fer blanc, et Arthur poursuivit l'histoire. Sa voix était plus contrôlée maintenant, lente et précise. C'était la manière d'un homme qui avait passé sa vie à affronter les faits directement. Il essayait de s'accrocher à cette habitude, même si ce fait était le plus cruel qu'il ait jamais été forcé de dire à voix haute. 10 mois plus tôt, Doug était venu à la maison avec une pile de papier et une expression grave. Il a dit que les fondations s'affaissaient, que le toit devait être entièrement remplacé. La plomberie pourrissait de l'intérieur, la structure en bois avait des termites, et le coût des réparations dépasserait de loin la valeur de la maison. S'y accrocher serait comme jeter de l'argent par les fenêtres. Doug a dit qu'il l'avait déjà fait inspecter, qu'il y avait des rapports professionnels, des chiffres précis, tout était exposé noir sur blanc. Arthur et Maggie avaient vécu dans cette maison pendant 42 ans. Ils connaissaient chaque craquement du plancher, chaque fissure dans le mur. Et il était vrai que certaines choses avaient besoin d'être réparées, mais ils n'avaient jamais cru que c'était si grave. Pourtant, Doug était leur fils, et leur fils se tenait là, tenant des documents officiels et leur disant que c'était la meilleure chose pour ses parents. Et ils l'ont cru. Parce que pourquoi un enfant mentirait-il à ses parents à propos de leur propre maison? La maison se trouvait en bordure de Lincoln Park, nécessitant des réparations, mais valant toujours environ 750 000 $ selon les normes du marché du quartier. Doug l'a vendu pour 420 000 $ à une connaissance de Vanessa, la femme de Doug. Et la différence de plus de 300 000 $ a disparu dans un endroit pour lequel Arthur et Maggie n'ont jamais eu d'explication claire. Doug a dit que le bas prix était dû au mauvais état de la maison et ils l'ont cru. Parce que pourquoi ne l'auraient-ils pas cru? Vanessa. Quand Arthur a prononcé ce nom, sa voix a à peine changé. Mais Laurie a vu sa mâchoire se contracter, les muscles de ses tempes bouger légèrement. Et c'était toute la réaction qu'il s'est autorisée. Arthur a dit que Doug avait toujours été faible d'une manière très particulière. Pas physiquement faible, mais faible dans le sens où il ne pouvait jamais résister à la pression de la personne qu'il aimait. Et Vanessa le savait. Vanessa avait une dépendance au jeu. Pas le genre dont les gens plaisantent le week-end, mais le genre qui ruine des vies. Casino, paris en ligne, usurier, des dettes accumulées sur des années auprès de multiples sources. Doug n'était pas assez fort pour arrêter et pas assez courageux pour l'admettre à ses parents. C'est Vanessa qui a élaboré le plan. C'est Doug qui l'a exécuté. Et ce sont ses parents qui en ont payé le prix. Doug a promis qu'il rendrait 500 000 $ en 6 mois.
Il a dit que c'était de l'argent d'investissement qui rapportait des bénéfices. Il a dit que ses parents n'avaient pas à s'inquiéter. Il a dit « Je m'occupe de tout ». Il a gardé tous les documents originaux, le contrat, l'acte de propriété, les reçus, tout. Puis 6 mois l'ont passé, puis 7, puis 10. Et la semaine dernière, Doug a conduit ses parents à travers la ville. Il a dit qu'il les emmenait dans sa nouvelle maison. Il a écrit une adresse sur un bout de papier, les a déposés à un arrêt de bus. Il a dit qu'il serait de retour dans 1 heure et a éteint son téléphone. Quand Arthur a fini, la table de la cuisine est tombée dans un silence complet. Le café de Laurie avait refroidi depuis longtemps. Elle est restée assise là et a laissé tout prendre sa vraie forme. Les mauvais chiffres, les documents manquants, la maison vendue en dessous de sa valeur. Le fils qui avait promis de revenir et ne l'a jamais fait. Et au centre de tout cela se trouvaient 2 personnes qui avaient tout donné ce qu'elles avaient, parce qu'il était leur enfant et qu'elles ne pouvaient imaginer aucune raison de ne pas le faire. Laurie se leva, quitta la table, alla dans le couloir et passa un appel téléphonique. Philip Novak répondit après 3 sonneries. Philip était l'avocat qui avait aidé Laurie à gérer les formalités d'assurance et le processus juridique après la mort de Michael. La seule personne du système juridique en qui elle avait une confiance totale. Le genre d'homme qui écoutait d'abord et parlait ensuite. Et quand il parlait, il disait exactement ce qui devait être entendu. Laurie lui raconta tout d'une voix basse et claire, sans ajouter d'émotion, car elle savait que Philip avait besoin de faits, pas de larmes. Le prix de vente, la promesse de remboursement, les documents manquants, la fausse adresse, 10 heures sur un banc dans la neige. Philip écouta tout sans l'interrompre. Et quand Laurie s'arrêta, il resta silencieux un moment, puis dit que tout ce qu'elle venait de décrire, la vente en dessous du marché, la promesse d'investissement verbal, la rétention de tous les documents, la fausse adresse, tout cela portait tous les signes d'un schéma de fraude financière systématique ciblant les personnes âgées. Il dit qu'il allait vérifier les registres de propriété, l'historique des transactions et vérifier l'acheteur. Bénévolement. Laurie le remercia et Philip dit « Ne me remercie pas encore. Envoie-moi d'abord tout ce que tu as. » Elle raccrocha et resta un moment dans le couloir, regardant la porte de la cuisine où Arthur et Maggie étaient toujours assis. Et elle pensa à ce qu'elle avait senti dans ses tripes dès le moment où elle avait vu l'adresse sur ce bout de papier dans le taxi de Hank la nuit précédente. Que ce n'était pas une erreur, pas un malentendu, mais un plan soigneusement élaboré pour tout prendre à 2 personnes qui l'avaient donné par amour et qui n'avaient jamais pu imaginer une raison de ne pas le faire. Ruth est venue le mardi de cette semaine-là, pile à l'heure comme toujours, sans appeler à l'avance, car elle n'avait jamais eu besoin d'appeler à l'avance. C'était de la maison de sa belle-fille, l'endroit où dormait son petit-fils. Elle allait et venait à son propre rythme depuis le jour de la mort de Michael et n'avait pas manqué une seule fois. Elle se tenait à la porte avec un sac de course à la main. Elle regarda par-dessus l'épaule de Laurie dans le studio. Arthur était assis sur le canapé, lisant le journal que Laurie avait acheté au magasin du coin ce matin-là. Et Maggie tenait Micah dans ses bras, le berçant doucement près de la fenêtre de la cuisine. 2 étrangers dans la maison de son petit-fils, Ruth ne dit rien tout de suite. Elle posa lentement le sac de course sur le sol du couloir, puis elle resta immobile dans l'embrasure de la porte. Et ce silence pesait plus que n'importe quelle phrase qu'elle aurait pu prononcer. Laurie expliqua rapidement et simplement. La vérité et rien d'autre. 2 personnes âgées abandonnées par leur fils, sans nulle part où aller. Alors elle les avait ramenées à la maison pour le moment. Ruth écouta, et son visage se durcit à chaque phrase. Non pas parce qu'elle n'avait aucune compassion pour 2 étrangers, mais parce qu'elle était le genre de femme dont la seule priorité au monde était maintenant son petit-fils de 4 mois. Et tout ce qui ne servait pas à la sécurité de ce bébé était quelque chose qui, selon elle, ne devrait pas être là. Elle posa une main sur le bras de Laurie, l'attira doucement dans le couloir, ferma la porte derrière eux et le dit directement. Sa voix était basse mais non dissimulée. « Tu as fait entrer des étrangers dans la maison où dort mon petit-fils. » Laurie dit qu'ils étaient âgés et n'avaient nulle part où aller. Ruth dit que ce n'était pas le problème de Laurie. Laurie dit qu'elle en avait fait son problème. Ruth la regarda longuement, puis lui donna exactement 2 choix. Pas plus, pas de négociation. Eux ou moi. Elle dit qu'elle venait ici chaque semaine à cause de Michael, à cause de Micah, et qu'elle ferait n'importe quoi pour ce bébé,
Mais elle ne pouvait pas continuer à venir si c'était ce que cette maison allait devenir. Ces mots s'installèrent dans le couloir du troisième étage comme quelque chose d'irrévocable. Laurie se tenait là, regardant la femme qui l'avait tenue au cimetière de McCall. La femme qui avait apporté de la nourriture chaque semaine sans qu'on le lui demande. La femme qui, chaque fois qu'elle venait, soulevait Mecca dans ses bras et cherchait dans le visage du bébé comme si elle essayait d'y trouver encore le visage de son fils. Et Laurie sentit tout le poids de ce qui était exigé. Elle dit « Je t'entends, je comprends ». Ruth soutint son regard un instant de plus, hocha la tête une fois, puis se retourna et descendit les escaliers sans ramasser le sac de course qu'elle avait laissé par terre. Quand Laurie retourna à l'intérieur, Maggie avait déjà son manteau dans les mains. « Nous avons tout entendu, dit-elle doucement. Nous allons partir, nous vous avons déjà causé assez de problèmes. » Laurie regarda Maggie, debout là avec ce mince manteau dans les mains, prête à retourner dans le froid de novembre à Chicago. Et elle dit d'une voix calme qui ne laissait absolument aucune place à la discussion que personne n'allait nulle part. 6 jours plus tard, le lundi matin à 6h45, le téléphone de Laurie sonna. C'était Ruth. Sa voix était plate, brève, sans aucune excuse. « Je ne viendrai plus. » C'était tout. Une déclaration faite d'une voix de quelqu'un qui avait déjà pris sa décision et ne laissait pas la porte ouverte à une révision. Puis le silence. Puis la ligne se coupa. Laurie s'assit sur le bord du lit et pensa à ce qui venait de changer. La semaine suivante, elle commençait le service de jour. Meilleur salaire, plus de stabilité. Mais le service de jour signifiait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour garder Micah du matin au soir. C'est pourquoi elle avait besoin de Ruth. Et Ruth venait de disparaître. Laurie passa en revue toutes les options dans son esprit. Les garderies de Chicago ne prenaient pas un bébé de moins de 6 mois en urgence. Et les listes d'attente duraient en moyenne de 4 à 6 mois. Une babysitter privée coûtait entre 800 et 1200 dollars par mois. Et le revenu de Laurie, après le loyer, les charges, le lait, les couches et la nourriture, ne laissait pas assez pour cela sans sacrifier autre chose. Chaque option qu'elle essayait se heurtait à un mur. Elle tournait encore en rond dans sa tête quand Micah commença à pleurer dans la pièce voisine. Elle se leva et alla vers lui. Parce que le matin n'attend pas que les problèmes soient résolus avant de commencer à faire ses exigences. Cet après-midi-là, Philip rappela. Les nouvelles Edinburgh, les registres de propriété du comté de Cook montraient que Doug avait en fait vendu la maison pour 380 000 dollars et non 420 000 comme il l'avait dit à ses parents. Il avait empoché 40 000 dollars de plus, une différence dont Arthur et Maggie n'avaient jamais eu connaissance. Ils n'avaient pas déclaré la transaction à des fins fiscales. Et quand Philip a cherché dans les archives publiques, le nom de Doug Marchette est apparu dans 2 plaintes antérieures concernant des transactions immobilières dans la banlieue sud de Chicago. Même schéma, même genre de promesse, même façon de disparaître. Arthur et Maggie n'étaient pas les premiers. Laurie remercia Philip, raccrocha, entra dans le salon et raconta tout à Arthur. Clairement, entièrement, sans rien adoucir. Parce qu'il était un homme qui avait passé 76 ans à affronter les faits directement. Et il méritait d'être traité avec ce même respect. Maintenant, quand Laurie eut fini de parler, Arthur resta assis, immobile, pendant un très long moment. Maggie était assise à côté de lui, sa main posée sur son genou, ne disant rien. Puis Arthur dit, presque dans un murmure, « 42 ans. » Il ne le dit à personne. Il prononça seulement le nombre à voix haute. De la manière dont les gens doivent parfois dire une chose dans l'air avant de pouvoir commencer à accepter qu'elle est réelle. La réponse n'est pas venue d'un plan, mais à 2 heures du matin, 3 nuits après l'appel de Ruth. Laurie était assise sur le canapé dans le noir, nourrissant Micah. Le studio était complètement silencieux autour d'elle. Ce silence particulier des premières heures, quand toute la ville dort et que vous êtes le seul encore éveillé. C'est alors que Micah a commencé à pleurer. Pas le genre de pleurs de faim ou de couches mouillées, mais le genre qui s'intensifie, visage rouge, jambes repliées vers son ventre. Le genre que Laurie avait appris à reconnaître au cours des dernières semaines comme des coliques. Une douleur qui survenait toutes les quelques nuits et qu'elle gérait en faisant les 100 pas, en lui tapotant le dos, en le berçant, en espérant et en endurant. Elle se tenait au milieu du salon, balançant Micah sur son épaule pour la énième fois, quand elle entendit des pas légers dans le couloir.
Maggie apparut dans l'embrasure de la porte de la chambre. Elle portait une chemise de nuit, les cheveux blancs détachés sur ses épaules. Elle avait l'expression hésitante de quelqu'un qui ne voulait pas s'immiscer, mais ne pouvait pas rester allongé à écouter un bébé pleurer. Elle demanda doucement, « Puis-je essayer? » Laurie la regarda. Elle ne confiait pas Micah facilement aux autres. Jamais. Et depuis la mort de Michael, elle avait été la seule à le tenir, la seule à le nourrir, la seule éveillée la nuit, la seule responsable. Et cet instinct était devenu un mur qu'elle n'avait même pas réalisé avoir construit jusqu'à ce moment. Mais il y avait quelque chose dans les mains de Maggie quand elle les tendit. Une stabilité totale, aucune hésitation, aucun tremblement. Les mains d'une femme qui avait tenu 3 nouveau-nés dans sa vie et avait fait cela des milliers de fois avant même que Laurie ne soit née. Et cette stabilité rendit la décision évidente avant que Laurie n'ait le temps de réfléchir. Elle plaça Micah dans les bras de Maggie. Maggie le coucha sur le ventre le long de son avant-bras, son ventre reposant contre sa paume. Elle commença à lui frotter le dos avec son pouce en cercle lent et régulier, assez ferme pour aider, assez doux pour ne pas le surprendre, avec un rythme qui semblait venir de plus profond que la pensée consciente, de cet endroit où le corps se souvient des choses que l'esprit a oubliées. De son autre main, elle sortit une petite bouteille en verre de la poche de sa robe de chambre. « Tisane à la camomille », dit-elle sans lever les yeux. Quelques gouttes sur la langue. Je l'ai utilisée pour mes 3 enfants et ma mère faisait de même avant moi. 6 minutes. En 6 minutes, Micah arrêta de pleurer. Sa respiration ralentit, son petit poing se détendit contre le bras de Maggie et il tomba dans un sommeil si profond que Laurie pouvait entendre le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Beau était couché aux pieds de Maggie, les yeux ouverts, montant la garde. Comme s'il était dans cette position depuis un certain temps sans que personne ne le remarque et qu'il ne bougerait pas avant d'en avoir la permission. Laurie s'assit sur le canapé en face d'eux dans le salon sombre. Elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 5 mois, depuis la mort de Michael. Le soulagement précis, presque physique, de ne pas être le seul adulte compétent dans une situation difficile. Elle avait porté ce poids seule depuis le jour où Michael était parti. L'épuisement d'être entièrement responsable de la survie d'un autre être humain, tout en gérant son propre deuil. Et en 6 minutes, Maggie avait soulevé assez de ce poids pour que Laurie sente la différence dans son propre corps. Elle y pensa le reste de la nuit. Le matin, elle avait une proposition. Elle l'exposa à la table du petit déjeuner, directement, sans tourner autour du pot. La façon dont elle parlait quand elle était vraiment sérieuse. Elle dit qu'elle avait besoin de quelqu'un pour s'occuper de Micah pendant la journée quand elle commencerait le service de jour la semaine suivante, parce que la personne qui l'aidait ne venait plus. Elle dit qu'Arthur et Maggie avaient besoin d'un endroit stable où rester pendant que Philip s'occupait de l'affaire juridique et que cela pourrait prendre des mois. Puis elle dit ce qu'elle proposait. Arthur et Maggie s'occuperaient de Micah pendant la journée. Laurie couvrirait le logement, la nourriture, tout, le soir et le week-end. Un échange équitable, les 2 côtés à égalité. Aucune des parties ne faisant la charité à l'autre. Pas de la charité. Du bon sens. Arthur posa sa tasse de café. « Vous nous faites confiance avec le bébé après moins de 2 semaines? » Laurie dit, « Après la nuit dernière, complètement, sans le moindre doute. » Arthur regarda Maggie. Cette conversation sans parole passa entre eux. Le genre qui n'arrive qu'entre 2 personnes qui ont vécu ensemble assez longtemps pour ne pas avoir besoin de mots pour les décisions les plus importantes. Puis Arthur se tourna vers Laurie. Elle pouvait le voir réfléchir à ce qui se cachait sous la partie pratique. La question de savoir comment accepter de l'aide sans perdre la dignité qui l'avait maintenu debout pendant 42 ans en tant que soutien de famille. Puis il hocha la tête une fois, lentement. De cette manière particulière d'un homme qui a pris sa décision et n'a pas besoin de hocher la tête une seconde fois. « Alors, nous acceptons, » dit-il. Pas de cérémonie, pas de discours. Juste 3 personnes à une petite table de cuisine à 7h moins 10 du matin. Un bébé entre eux et une pile de problèmes non résolus qui attendaient de l'autre côté de cette journée. Les semaines qui suivirent apportèrent une stabilité que Laurie n'avait jamais attendue. Arthur se déplaçait dans le studio avec une attention discrète. Il remarquait une charnière de placards desserrés, un robinet qui goutte, une fenêtre qui ne se fermait pas complètement, et il les réparait sans l'annoncer.
Si bien que lorsque Laurie rentrait du travail, elle trouvait simplement des choses qui fonctionnaient alors qu'elles ne fonctionnaient pas avant. Maggie créa un rythme avec Micah de la manière naturelle d'une femme pour qui s'occuper d'un enfant n'était pas un problème à résoudre, mais simplement une chose qu'elle savait faire. Elle savait quand Micah était fatigué avant qu'il ne commence à pleurer. Elle connaissait la tisane à la camomille et 3 autres astuces du même genre. Elle le tenait avec un réconfort que Laurie n'avait jamais pu atteindre. Non pas parce qu'elle l'aimait moins, mais parce qu'elle avait moins d'expérience. Et un soir, environ 3 semaines après le début de leur arrangement, Laurie rentra à la maison et réalisa quelque chose qu'elle n'avait pas compris jusqu'à ce moment précis. Que le studio de 35 mètres carrés au 3e étage à Bridgeport avait, de la manière petite et ordinaire dont toutes les choses réelles commençait à ressembler à quelque chose qui valait la peine d'être protégé. 40 étages au-dessus de la ville de Chicago, dans un penthouse surplombant la rivière Chicago et l'horizon nord, un homme se tenait devant un mur de verre. Il avait les 2 mains dans les poches, le dos tourné à la pièce, regardant la ville avec des yeux gris qui ne voyaient rien en réalité. Kyle Marchetti, 36 ans, costume noir, sans cravate, le bouton supérieur de sa chemise défait, à la manière d'un homme qui ne portait pas de costume par politesse, mais parce que c'était son armure. Le penthouse de River North mesurait 253 mètres carrés. Intérieur minimaliste, sol en béton poli, aucune photo de famille sur les murs car il n'y avait pas de famille à photographier. Rien ne portait de traces personnelles, sauf une bouteille de whisky sur le comptoir de la cuisine et une table en bois sombre où des décisions valant des millions de dollars étaient prises chaque semaine. Tristan Cade entra sans frapper, car entre eux deux, ce genre de courtoisie n'était pas nécessaire. 34 ans, larges épaules, son visage plat à la manière d'un homme qui n'avait pas l'habitude de montrer ses émotions et n'avait aucune intention de commencer maintenant. Le bras droit de Cain depuis 9 ans. Loyal d'une manière qui n'avait pas besoin d'être dite, car les actions avaient déjà tout dit. Tristan posa un dossier sur la table en bois sombre et dit brièvement « Doug Marchetti doit un total de 2 500 000 $. Casino, paris en ligne, usurier, accumulé sur 5 ans. Sa femme doit 800 000 $ de plus à Atlantic City. Tous deux sont en fuite. Téléphone éteint, compte bancaire vidé. » Kane se détourna du mur de verre, s'assit et ouvrit le dossier. Il parcourut la section des dettes, l'historique des jeux, la liste des créanciers et s'arrêta à la page des antécédents personnels. Ses yeux ne bougeaient plus sur le papier. Il lut 2 lignes et arrêta de lire. Arthur Marchetti, 76 ans. Margaret Marchetti, 74 ans, parente du sujet, ancienne adresse, en bordure de Lincoln Park. Kane ne tourna pas la page suivante. Il resta assis là, le papier devant lui, tandis que Tristan se tenait de l'autre côté de la table. La pièce tomba dans le silence, de la manière dont le silence ne se fait que lorsque quelque chose vient de changer et que personne ne l'a encore dit. Tristan le remarqua le premier, car il était aux côtés de Caïn depuis assez longtemps pour connaître la différence entre le silence ordinaire et le silence dangereux. « Patron? » Un mot en retour. Tristan partit sans poser d'autres questions. Caïn resta seul dans le penthouse, 40 étages au-dessus du sol, et regarda les 2 noms sur le papier. Arthur et Margaret Marchetti. Et 33 ans s'effondrèrent d'un seul coup. Comme si une barrière qu'il avait construite toute sa vie avec de la colère, de la violence et un contrôle absolu venait d'être transpercée par 2 noms sur une seule page. Il avait 3 ans. Le jardin de devant, la porte peinte en bleu profond derrière lui. La lumière du soleil de juin, le camion jouait rouge dans sa main. Puis la main d'un étranger attrapa son bras, fort, le tira, et le cri de sa mère vint de l'intérieur de la maison. Un son que 33 ans n'avaient pas effacé de la partie la plus profonde de sa mémoire. L'endroit où tout le reste s'était estompé. Mais ce cri, non. Puis une voiture, puis le silence, puis 33 ans. Le système de placement familial de l'Illinois l'a recueilli 2 mois après l'enlèvement. Un enfant de 3 ans sans papier, personne ne le réclamant, personne ne venant pour lui. Et on lui a dit, assez grand pour l'entendre mais trop jeune pour argumenter, que ses parents ne voulaient plus de lui, qu'il avait été abandonné, que c'était pour ça qu'il était là. Il l'a cru. Il l'a cru pendant 33 ans. Il l'a cru quand il s'est enfui de sa 4e famille d'accueil à 12 ans.
Il l'a cru quand il vivait dans les rues du sud de Chicago à 16 ans. Il l'a cru quand il a tué pour la première fois à 21 ans. Il l'a cru quand il contrôlait la moitié de la pègre de Chicago à 30 ans. La douleur d'être abandonné était son carburant. La chose qui brûlait en lui chaque jour et lui donnait la force de construire un empire à main nue et par la violence systématique. Parce que si personne ne voulait de lui, alors il deviendrait le genre d'homme que personne n'oserait jamais ne pas vouloir. C'était la logique d'un enfant de 3 ans qui n'avait jamais vraiment grandi. Et elle avait dirigé la vie d'un chef de la mafia pendant 3 décennies. Maintenant, assis dans le penthouse avec le dossier devant lui, il regarda ces 2 noms et comprit que tout le fondement de cette rage pouvait être faux. Il rappela Tristan et ordonna une enquête plus approfondie. Non plus sur Doug, mais sur Arthur et Margaret Marchetti. Tout depuis le début. Il fallut 3 jours à Tristan. Quand il revint, il posa un autre dossier sur la table, plus mince que le premier, mais beaucoup plus lourd. Dossier de la police de Chicago, 1991, affaire d'enlèvement d'enfants. Victime, Cain Marchetti, 3 ans, disparu devant son domicile dans le quartier de Lincoln Park. Partie déclarante. Margaret Marchetti, mère de la victime. Affaire ouverte, jamais close. Cain lutte le dossier du début à la fin. Chaque page, chaque ligne, chaque note de détective, chaque déclaration de témoin. Chaque demande de réouverture d'enquête que Maggie avait envoyée chaque année pendant 33 années consécutives. Une lettre par an, sans jamais s'arrêter, sans jamais abandonner. 33 lettres classées par ordre chronologique dans le dossier de la police. Comme 33 messages d'une mère envoyés dans le vide où son fils avait disparu. Il avait été enlevé, pas abandonné. Ses parents ne l'avaient pas abandonné. Ils l'avaient cherché chaque année pendant 33 ans. Cain referma lentement le dossier. Ses mains reposaient à plat sur la table, contrôlées. Son visage ne changea pas, mais Tristan, qui se tenait à ses côtés depuis 9 ans, vit quelque chose qu'il n'avait jamais vu chez son patron auparavant. Une fissure, petite, profonde, parcourant la surface d'acier que Cain avait passé sa vie à construire. « Trouve mes parents, dit Cain. Trouve Doug, ne tue pas Doug. Un temps passa. Pas encore. Il a fallu moins de 24 heures à Tristan pour les trouver. Il posa le rapport sur la table en bois sombre du penthouse et parla brièvement, comme il le faisait toujours. Juste des faits, pas d'interprétation. Arthur et Margaret Marchetti vivaient maintenant dans un studio au 3e étage à Bridgeport, avec une femme nommée Laurie Ashford, 27 ans, veuve. Son mari était mort 5 mois plus tôt dans un accident de travail. Elle avait un fils de 4 mois nommé Micah, un revenu de 2100 $ par mois grâce à son service de jour dans un restaurant du sud de la ville, et un mantin de Naples de 60 kilos nommé Beau. Cain écouta sans interrompre. Quand Tristan eut fini, il prit le dossier et le lut lentement, page par page. Il lut le dossier de Laurie comme il lisait tous les dossiers, cherchant les points faibles, les motivations cachées, la chose qui ne collait pas. Parce que 33 ans dans le monde où il vivait lui avaient appris que personne ne faisait rien sans raison. Et la raison était généralement plus laide qu'elle n'en avait l'air en surface. Mais le dossier de Laurie n'avait pas de point faible. Il n'y avait qu'une femme de 27 ans qui travaillait trop dur, élevant un enfant seul. Vivant dans un appartement dont le loyer engloutissait près de la moitié de son revenu. Et qui, d'une manière ou d'une autre, avait décidé d'accueillir 2 étrangers âgés, même si elle n'avait pas assez d'argent pour acheter du lait pour son propre fils. Cain referma le dossier et dit « Mettre quelqu'un sur eux ». Tristan demanda « Quel niveau ?» Cain répondit « Observation seulement, pas de contact, pas de menace. Ne laissez personne le remarquer. Je veux savoir si mes parents vont bien. C'est tout. » Tristan hocha la tête et sortit. Et s'il se demandait pourquoi son patron, l'homme que la moitié de Chicago craignait, n'allait pas directement au studio et ne frappait pas à la porte, mais choisissait plutôt de rester dans l'ombre et de regarder de loin, il ne posa pas la question. Car Tristan comprenait qu'il y avait des choses que le pouvoir ne pouvait pas résoudre. Et la peur d'être rejeté par ses propres parents en était une. 3 nuits de poisson vers 11 heures, Laurie sortit Beau pour une courte promenade autour de l'immeuble avant de se coucher. Une habitude nocturne qu'elle gardait parce que Beau avait besoin d'exercice. Et parce que 15 minutes de marche dans l'air froid était le seul moment de la journée où elle pouvait être seule avec ses propres pensées.
Il venait de tourner au coin de Holstead Street quand Beau s'arrêta. Pas le genre d'arrêt pour une odeur ou le bruit d'un chat dans une ruelle. Il se figea, ses 60 kilos devenant rigides, sa tête baissée, ses yeux fixés sur un seul point de l'autre côté de la rue. Un Vuas noir garé près du trottoir, feu éteint, moteur en marche, l'échappement blanc s'échappant doucement dans l'air froid. Laurie tira sur la laisse. Beau ne bougea pas. Ses yeux ne quittèrent jamais le véhicule. Le même genre de regard que Laurie n'avait vu qu'une seule fois auparavant. Quand un étranger s'était approché trop près de Mecca au parc et que Beau était passé d'un chien paresseux à 60 kilos d'instinct protecteur en une demi-seconde. Puis le VUS s'éloigna, doucement, sans se presser. Ses phares s'allumèrent alors qu'il tournait sur la route principale et disparaissait. Beau continua de le fixer pendant encore 10 secondes avant d'accepter enfin de continuer. Laurie regarda le véhicule jusqu'à ce que ses feux arrière disparaissent au bout de la rue. Elle ne pouvait pas expliquer exactement ce qui la mettait mal à l'aise. Mais quelque chose s'installa dans son estomac tout le long du chemin du retour et refusa de partir. 4 jours plus tard, à 10 heures le jeudi matin, quelqu'un frappa à la porte du studio. Une femme dans la quarantaine, les cheveux tirés en un chignon serré, un porte-bloc à la main, un badge d'employé du comté autour du cou. Elle se présenta comme Catherine Voss, de la Division de la protection des aînés du département du vieillissement de l'Illinois. Elle expliqua qu'elle était là suite à un signalement anonyme. Ce signalement alléguait que 2 personnes âgées vivaient dans des conditions inappropriées à cette adresse. Laurie garda son calme et s'écarta pour laisser entrer Catherine. Catherine était professionnelle et sans hâte, avec la manière de quelqu'un qui avait fait face à de nombreuses situations et avait appris à ne pas se tirer de conclusions avant d'avoir fini d'observer. Elle parcourut chaque pièce, prenant des notes, étudiant l'état de chaque espace. Puis elle s'arrêta à l'entrée du salon où Arthur lisait sur la chaise et Maggie était assise par terre avec Micah. Le bébé s'entraînait à se mettre sur le ventre sur une couverture douce. Beau était étendu juste à côté d'eux. Puis Catherine s'assit en face de Laurie, à la table de la cuisine, et commença à poser des questions. Depuis combien de temps s'occupait-elle des personnes âgées? Quelle formation professionnelle avait-elle dans ce domaine? Comment les besoins médicaux d'Arthur et Maggie étaient-ils gérés? Médicaments, bilan de santé régulier, nutrition. Comment gérait-elle les choses en travaillant à plein temps à l'extérieur? Chaque question était raisonnable en surface, mais Laurie pouvait entendre la forme qui se dessinait en dessous. Le portrait d'une jeune femme de 27 ans sans qualification, sans formation, déjà épuisée par un nouveau-né, prenant maintenant la responsabilité supplémentaire de s'occuper de 2 personnes âgées qui venaient de subir un traumatisme. Quelqu'un qui, peu importe ses bonnes intentions, n'était pas vraiment capable de fournir le bon niveau de soins. Catherine écrivit quelques notes de plus, ferma le porte-bloc et dit qu'elle recommanderait une évaluation plus approfondie et qu'elle la recontacterait. Elle remercia Laurie pour sa coopération, fit un signe de tête poli à Arthur et Maggie et partit. Quand la porte se referma, Laurie se tint dans le couloir et réfléchit très vite, très clairement. Le signalement anonyme n'était pas venu d'un étranger. Les services de protection des aînés de l'Illinois n'avaient pas le pouvoir de forcer le déménagement de personnes âgées pleinement compétentes, mentalement sans une décision de justice. Et Arthur et Maggie étaient parfaitement lucides. Catherine Voss n'était pas la vraie menace. La vraie menace était que ce rapport existait maintenant dans le système, formant un dossier, et n'importe qui, Nena, l'avocat de Nena, ou n'importe quel membre de la famille pourrait l'utiliser comme base légale pour saisir le tribunal des successions du comté de Cook et demander que Arthur et Maggie soient retirés de cet endroit. Une porte venait de s'ouvrir pour que cela se produise, et Laurie savait exactement ce qu'elle devait faire ensuite. Laurie appela Philip depuis le couloir dès que Catherine Voss quitta l'immeuble. Sa voix était basse et claire. Sans gaspiller un seul mot, elle lui parla de la visite, des questions, de l'image que Catherine était en train de construire, et de ce qu'elle savait qui arriverait ensuite si elle n'agissait pas en premier. Puis elle dit « J'ai besoin de la tutelle légale ». Philip resta silencieux un instant. Et quand il parla, sa voix portait le poids d'un homme s'assurant que la personne à l'autre bout du fil comprenait exactement dans quoi elle s'engageait. Une demande de tutelle devant le tribunal des successions du comté de Cook, des évaluations médicales indépendantes pour Arthur et Maggie.
Une audience devant un juge. Au moins 6 semaines entre le jour où la demande était déposée et le jour où une décision était rendue, peut-être plus si quelqu'un la contestait. Et si elle était accordée, Lori porterait la responsabilité légale et financière de 2 adultes âgés, en plus du fils en bas d'âge qu'elle élevait déjà seule. Philippe le dit clairement, ce n'est pas un petit engagement. Lori resta silencieuse pendant 3 secondes. Pendant ces 3 secondes, elle ne pesait pas le choix. Elle avait fini de le peser dès l'instant où Catherine Voss s'était assise à la table de la cuisine et avait posé sa première question. Ces 3 secondes n'étaient que la distance entre savoir ce qu'elle allait faire et le dire à voix haute. Je veux le faire. Philippe laissa échapper un lent soupir. Le soupir d'un homme qui avait cessé d'être surpris par elle depuis longtemps. Je commence aujourd'hui, dit-il. Cette nuit-là, après que Mika se soit endormie et que le studio soit devenu silencieux, Laurie s'assit à la table de la cuisine avec Arthur et Maggie. Elle leur dit ce qu'elle avait décidé. Elle expliqua clairement ce que signifiait la tutelle légale, quelle responsabilité elle porterait, quelle autorité cela lui donnerait, et qu'elle le choisissait entièrement de son plein gré. Personne ne la forçait, personne ne l'avait suggéré, et il n'y avait aucune condition attachée. Le changement sur le visage de Maggie se fit par couches, la tension qu'elle portait depuis la nuit à l'arrêt de bus. Depuis cette première semaine dans le studio où elle se déplaçait doucement dans les pièces comme quelqu'un qui savait qu'elle occupait un espace qui ne lui appartenait peut-être pas entièrement. Depuis le jour où Catherine Voss a frappé à la porte et où elle s'est assise dans le salon en faisant semblant de jouer avec Micah, tout en sachant parfaitement que quelqu'un évaluait si elle devait être autorisée à rester là. Tout cela disparut d'un coup. Ses épaules s'affaissèrent, ses 2 mains se levèrent pour couvrir sa bouche. Ce n'étaient pas des pleurs, pas encore, mais la chose qui venait d'avant les pleurs. Ce moment où le corps comprend qu'il est en sécurité avant que l'esprit n'ait le temps de le confirmer. Arthur regarda Laurie, et l'expression sur son visage était la plus difficile à regarder. Pas de la colère, pas de la tristesse, mais la profonde confusion d'un homme essayant honnêtement de comprendre pourquoi une jeune femme de 27 ans qu'il connaissait depuis moins d'un mois placerait volontairement tout le poids légal de 2 étrangers sur des épaules déjà courbées sous plus cassées. « Pourquoi ?» demanda-t-il. « Après tout ce que nous vous avons déjà imposé, pourquoi continuez-vous à choisir cela ?» Laurie réfléchit à sa réponse et décida que la vérité était la seule chose qui valait la peine d'être dite. « Quand Michael est mort, dit-elle, j'ai eu l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds, comme si j'avais été lâché dans le vide et que personne ne venait. » Elle soutint son regard. « Vous deux, vous avez été laissés sur un banc dans la neige par votre propre fils. Vous savez exactement ce que l'on ressent. Être dans un endroit sombre, à attendre quelqu'un qui ne revient pas. » Elle fit une pause. « Je ne peux pas être cette personne pour quelqu'un d'autre. Je ne le serai pas. » Arthur hocha lentement la tête. Il n'essaya pas de la persuader qu'elle en prenait trop sur elle ou de lui dire qu'elle n'avait pas besoin de le faire, parce qu'il respectait sa décision de la même manière qu'il aurait voulu que ses propres décisions soient respectées. Maggie se leva, contourna la table de la cuisine et enlaça Laurie. Elle murmura près de son oreille. « Tu es la fille que j'aurais aimé avoir. » Laurie la serra dans ses bras et répondit. « Et vous deux, vous êtes les parents que j'aurais aimé que Micah ait. » La demande de tutelle fut déposée le lendemain matin. Le compte à rebours de 6 semaines commença. Et 3 jours plus tard, le téléphone de Laurie sonna. La voix à l'autre bout du fil avait la précision de quelqu'un habitué à diriger des réunions professionnelles. Chaque phrase était intentionnelle, pas un mot de gaspillé. Et en dessous de tout cela, une supposition implicite que la conversation irait dans la direction qu'elle souhaitait. Nina Marchetti, la fille aînée d'Arthur et Maggie, 50 ans, vivant à Boston, travaillant dans la finance. Elle remercia Laurie pour ce qu'elle appela la situation d'urgence. Elle reconnut que cela avait été une période effrayante et difficile pour ses parents. Puis elle expliqua que la famille avait maintenant correctement évalué la situation et pris les dispositions appropriées. Ses parents seraient transférés dans une résidence pour personnes âgées dans la banlieue de New York. Réputée, entièrement dotée en personnel, proche de la maison de Nina à Westchester. Laurie devait se préparer à leur départ le week-end suivant. Laurie écouta tout cela, puis dit sans élever la voix, sans changer le rythme de sa respiration, qu'elle avait obtenu la tutelle temporaire d'urgence sur Arthur et Maggie, et que toute décision concernant leur lieu de résidence nécessitait désormais une surveillance juridique.
Le professionnalisme à l'autre bout du fil baissa de quelques degrés. Je suis leur fille, dit Nina. Je comprends, dit Laurie. Et je pense que vous devriez venir ici et leur parler directement. Ils méritent de faire partie de cette conversation. Le silence s'étira sur 3 respirations. Puis Nina dit d'une voix qui avait perdu son vernis de cadre et révélait quelque chose de plus dur en dessous. Je parlerai à mon avocat. Nina arriva le samedi matin dans un vieux S noir de location depuis l'aéroport. Son mari Wesley était sur le siège passager. Tous deux portaient le genre de bagages que Laurie pouvait estimer rien qu'en regardant le cuir et les ferrures métalliques. Wesley était un avocat d'affaires. Grand, portant l'assurance facile d'un homme qui avait été pleinement briefé et avait déjà décidé comment tout se terminerait avant même de franchir la porte. Nina entra dans le studio et pendant les premières minutes, tout ressembla à une visite familiale ordinaire. Elle serra Arthur dans ses bras, puis Maggie. Elle demanda si ses parents mangeaient bien, s'ils dormaient bien. Elle regarda l'appartement avec un soulagement évident en les voyant propres, en bonne santé et bien soignés. Elle sourit même à Micah lorsque le bébé la regarda depuis les bras de Maggie. De l'extérieur, on aurait pu penser que cela deviendrait une vraie conversation entre des personnes qui voulaient tout ce qu'il y avait de mieux pour 2 parents âgés. Mais ensuite, Nina commença à parler de la résidence pour personnes âgées. Elle s'était préparée minutieusement. C'était clair, elle parla du ratio personnel, résident, des médecins de garde 24 heures sur 24, du programme d'activité quotidienne, du fait que ce n'était qu'à 40 minutes de route de sa maison à Westchester. Elle présenta tout cela d'une manière lisse et confiante, comme quelqu'un qui avait répété un argumentaire et s'attendait à ce qu'il persuade. Et pendant qu'elle parlait, Laurie regardait les mains de Maggie se crisper de plus en plus sur ses genoux, et le visage d'Arthur se figeait dans cette immobilité particulière qu'il portait lorsqu'il essayait très fort de contenir quelque chose en lui. « Nous ne voulons pas y aller, » dit Maggie. La voix de Nina passa à un ton d'explication patiente. Le genre de ton que les gens utilisent pour quelqu'un qu'ils aiment mais qu'ils croient ne pas penser assez clairement. « Maman, après ce que Doug a fait, vous avez subi un traumatisme grave. Vous n'êtes peut-être pas dans la meilleure position en ce moment pour évaluer le type de soins dont vous avez réellement besoin. » Maggie la coupa, et quand elle parla, il y avait quelque chose dans sa voix qui avait changé depuis cette première nuit à l'arrêt de bus. Quelque chose qui avait trouvé ses marques pendant ces semaines dans le studio et qui se tenait maintenant solide d'une manière que Laurie n'avait même pas réalisée jusqu'à ce moment. « J'ai été trompé par mon fils. C'est la chose terrible qui m'est arrivée. Mais être trompé ne signifie pas que je ne peux pas décider où je veux vivre ou avec qui je veux vivre. Ce sont 2 choses complètement différentes, Nina, et j'ai besoin que tu le comprennes. » Wesley, debout près de la porte, les bras nonchalamment croisés, regarda Laurie et dit sur le ton raisonnable d'un homme qui croyait faire une observation juste, « Vous devez comprendre comment cela apparaît de l'extérieur. Une étrangère sans lien de sang intervient après une crise et obtient la tutelle légale en quelques semaines. Quelles que soient vos intentions, extérieurement, c'est très difficile à expliquer. J'ai dépensé 3800 $ de mon propre argent au cours du dernier mois, dit Laurie, la voix égale. Aucune demande de remboursement, aucune attente de remboursement. Mon avocat a une documentation complète pour chaque dollar. Quelque chose changea brièvement sur le visage de Nina. La couche professionnelle glissa juste assez pour montrer quelque chose de plus compliqué en dessous, quelque chose qui aurait pu être la première prise de conscience qu'elle avait moins de contrôle sur cette situation qu'elle ne l'avait cru en se réveillant ce matin-là. Elle se tourna vers sa mère et dit qu'elle devait me parler en privé. Puis elle tendit la main, saisit le bras de Maggie et tira. Pas une suggestion, une vraie traction. Assez de force pour tirer Maggie à moitié de sa chaise, son corps se penchant vers Nina avant qu'elle n'ait le temps de réagir. Laurie se leva. « Nina, lâchez-la tout de suite. » Les 2 phrases traversèrent la pièce, nettes et tranchantes, et le studio devint complètement silencieux pendant le temps d'une seule respiration. Nina relâcha sa main et au même moment, Beau se leva du coin de la pièce où il était resté immobile pendant toute la conversation. 60 kilos de muscles de Mantin de Naples, se déplaçant sans hâte, mais avec une clarté absolue. Jusqu'à ce qu'il se tienne directement à côté de Maggie, son corps légèrement pressé contre sa jambe, sa tête baissée, ses yeux fixés sur Nina.
Il ne grogna pas. Il ne montra pas les dents. Il se tenait simplement là, en silence complet. Et ce silence en disait plus que n'importe quel grognement aurait pu le faire. Laurie continua de parler, sa voix inchangée. Je détiens la tutelle temporaire d'urgence sur vos parents. Si vous les retirez de cette maison contre leurs souhaits clairement exprimés, cela cesse d'être un désaccord familial. Cela devient une affaire juridique, et je la traiterai comme une affaire juridique. Elle regarda droit dans les yeux de Nina. Alors, vous pouvez choisir de vous asseoir et d'avoir une vraie conversation, une où vous écoutez réellement ce que vos parents disent, ou vous pouvez partir. Nina se tenait là, respirant un peu plus vite maintenant. Sur son visage, il y avait quelque chose de compliqué et de complètement réel. La colère de quelqu'un qui était arrivé avec un plan de contrôle et avait découvert qu'elle ne contrôlait rien. Et sous cette colère, quelque chose comme de la peur. Pas la peur de Laurie ou la peur de Beau, mais la peur de la possibilité qu'elle ait manqué quelque chose d'important quelque part en cours de route et qu'il était maintenant trop tard pour comprendre quoi. Wesley toucha l'épaule de sa femme. Nina regarda ses parents, peut-être plus attentivement qu'elle ne l'avait fait à aucun moment depuis qu'elle avait franchi la porte. Puis elle se redressa et dit d'une voix complètement différente de celle avec laquelle elle était arrivée, « Je parlerai à mon avocat. » Puis elle et Wesley partirent, et la porte se referma derrière eux. Arthur laissa échapper un lent soupir. Maggie lissa le devant de son chemisier avec le soin délibéré de quelqu'un qui se remet en place, un morceau à la fois. De la chambre, Micah fit un petit bruit puis se tut à nouveau. Après un long silence, Maggie dit, « Je suis désolé que vous ayez eu à faire ça. » Laurie dit, « Ne vous excusez pas. » Puis elle les regarda tous les deux, fermement. « Philip s'occupera de tout ce qui viendra ensuite. C'est exactement pour ça qu'il est là. » Elle le dit avec plus de confiance qu'elle n'en ressentait. Mais dans les mois qui ont suivi la mort de Michael, elle avait appris que parfois, la chose la plus importante qu'elle pouvait faire pour les personnes qui dépendaient d'elle était de paraître certaine, même quand elle ne l'était pas. Surtout quand elle ne l'était pas. 6 semaines, Laurie a constitué le dossier de la seule manière qu'elle connaissait. Par le travail, la patience, un morceau de papier à la fois. Chaque facture d'épicerie, chaque ordonnance, chaque rendez-vous chez le médecin, chaque photo du studio propre et ordonné, tout est allé dans un classeur. Jonah Mercer, un infirmier de l'hôpital communautaire, est la seule personne que Laurie pouvait appeler un ami depuis la mort de Michael, a commencé à venir chaque semaine pour vérifier la tension artérielle d'Arthur. Il l'enregistrait sur le graphique que Philip utiliserait au tribunal. Une courbe stable et saine depuis qu'Arthur avait commencé à prendre ses médicaments régulièrement sous surveillance quotidienne dans ce studio. Maggie s'est inscrite à un cours d'aquarelle tous les mardis et à un club de lecture tous les jeudis au centre communautaire de Bridgeport. Une femme du cours de peinture l'a invitée à prendre un café après. Et Maggie est rentrée ce premier mardi après-midi avec des couleurs sur le visage qui n'y étaient pas ce matin-là. Chaque reçu, chaque achat d'épicerie, chaque médicament, chaque article ménager est allé dans le classeur. Le classeur était posé sur la table de la cuisine et s'épaississait chaque semaine. Un soir, environ 3 semaines avant l'audience, Arthur est entré dans la cuisine pendant que Laurie triait les reçus. Il s'est fait une tasse de thé et s'est assis en face d'elle. Il a regardé le classeur pendant un moment, puis l'a regardé. « Tu n'as rien à nous prouver, » a-t-il dit. « Je sais, » a-t-elle dit sans lever les yeux. « Je le prouve au juge. » Il a enroulé ses 2 mains autour de son thé. « Quand Maggie était enceinte de Karen, » a-t-il dit, « j'ai travaillé en double service pendant 4 mois pour pouvoir lui acheter un nouveau berceau. Pas un d'occasion, mais un vrai, solide. Je pensais que c'était ce qu'un père faisait. Tu voyais ce qui était nécessaire et tu t'en occupais sans attendre qu'on te le demande. J'ai fait ça pendant 42 ans. J'ai pourvu, j'ai protégé, j'ai été présent, et je n'ai toujours pas vu ce que Doug faisait. » Il a baissé les yeux sur la table. J'ai essayé de comprendre comment cela a pu arriver, comment j'ai pu faire attention pendant 42 ans et quand même manquer quelque chose d'aussi énorme. Puis il a regardé Laurie. Ce que j'ai réalisé, c'est que j'étais tellement concentré sur le fait de tout fournir que j'ai cessé d'être bon pour voir les gens, voir ce qu'ils étaient vraiment, pas ce que j'avais besoin qu'ils soient. Il a soutenu son regard. Toi, tu vois les gens, Laurie. Tu nous as vus sur ce banc alors que tu avais toutes les raisons de continuer ton chemin. Ça compte plus que tout ce qu'il y a dans ce classeur. Laurie l'a regardé un moment.
Ça va quand même dans le classeur, a-t-elle dit. Arthur a ri, court, doux, surpris, comme s'il venait de se souvenir que le rire était encore quelque chose qu'il pouvait faire. C'était l'un des plus beaux sons que Laurie avait entendus depuis très longtemps. Le tribunal des successions du comté de Cook était plus petit que Laurie ne l'avait imaginé. Murs lambrissés, lumière fluorescente, l'aspect ordinaire d'un lieu où des choses aux conséquences réelles se produisaient chaque jour sans cérémonie. Nina était déjà là avec son propre avocat, 2 assistants et un psychologue spécialisé dans la vulnérabilité des personnes âgées et les mécanismes d'influence induits après un traumatisme. Ils s'étaient préparés minutieusement, et Laurie, assise à la table des défendeurs, écoutait leur argumentation et comprenait pourquoi Philippe lui avait dit de prendre cela au sérieux. L'avocat de Nina a présenté la tutelle comme inhabituelle et précipitée. Une relation juridique formée en quelques semaines de traumatisme entre 2 personnes âgées vulnérables et une jeune femme qu'elle connaissait depuis moins d'1 mois, sans aucune évaluation professionnelle de son aptitude. Le psychologue a parlé avec soin de la tendance des victimes de fraude âgées à former des attachements rapides et intenses à leur sauveteur. Que cet attachement, même s'il était authentique, pouvait être de la dépendance plutôt qu'un libre choix. C'était un argument prudent, non dénué de logique. Philippe a présenté le classeur. Jonah a témoigné. 6 ans d'expérience en soins infirmiers cliniques. Calme et précis sur la santé d'Arthur, l'état de Maggie et la qualité des soins qu'il avait personnellement observés au cours des mois. Arthur a témoigné. 76 ans, pas pas de performance, s'adressant directement au juge d'une voix ordinaire d'un homme n'ayant rien à cacher que la vérité. Je comprends ce que cette audience décide et je veux que ce soit décidé correctement. Chaque matin, je me réveille dans un endroit où je suis traité avec dignité. On me demande mon avis avant que les décisions ne soient prises. Mes compétences sont utilisées. Je ne suis pas confus, pas sous pression, pas influencé par quoi que ce soit que je n'ai pas choisi moi-même. J'ai 76 ans et je sais ce que mon propre esprit veut. Maggie a témoigné après lui. Avant Laurie, je disparaissais lentement et personne ne le remarquait parce que la perte se produisait trop progressivement pour que quiconque puisse la nommer à temps. M'occuper de Micah m'a redonné un but, appartenir à une famille qui avait besoin de moi, restaurer la chose que Doug avait presque complètement détruite. La maison n'est pas un bâtiment. J'ai appris ce là quand Doug a vendu la mienne. La maison, c'est là où les gens vous connaissent, Cindy, ont besoin de vous et vous gardent en sécurité. J'ai ça maintenant. Je demande au tribunal de ne pas me l'enlever. Laurie s'est levée en dernier et a regardé le juge. Ce sont mes parents, votre honneur, pas par le sang. Je le comprends parfaitement. Mais la famille, ce n'est pas une question de sang. La famille, c'est qui se présente, qui reste, qui prend soin de vous quand les soins sont difficiles et coûtent quelque chose de réel. Selon toutes les normes qui comptent pour moi, Arthur et Maggie sont ma famille. Puis la porte de la salle d'audience s'est ouverte. Un homme est entré, costume noir, visage sans expression, se déplaçant comme quelqu'un habitué à entrer dans les pièces sans invitation. Il s'est dirigé droit vers l'avant, a placé une épaisse enveloppe sur le banc du juge et a dit brièvement « Preuve supplémentaire, votre honneur. Dossier financier complète de la transaction immobilière des Marchetti, y compris le prix de vente réel, l'identité de l'acheteur et le transfert de fonds sur le compte de Douglas Marchetti. » Philip a regardé Laurie. Laurie a fait un très léger signe de tête négatif. Elle ne connaissait pas l'homme. L'homme a quitté la salle d'audience sans un mot de plus, aussi rapidement qu'il était entré. Le juge a examiné les documents pendant 22 minutes. Quand il a lu la décision, Arthur et Maggie avaient une pleine capacité mentale, pleine capacité de décider où ils vivaient. La documentation montrait qu'ils recevaient des soins appropriés et n'étaient soumis à aucune forme d'influence indue. Et la tutelle restait en place. Nina est restée immobile pendant la lecture de la décision. Puis elle s'est levée, a traversé la salle d'audience jusqu'à ses parents, a embrassé son père puis sa mère, les tenant chacun un long moment sans parler. Quand elle s'est finalement reculée et a regardé Laurie, ses yeux étaient humides. L'expression sur son visage était passée de l'opposition à quelque chose de plus réel. Quelque chose qui contenait à la fois du regret et du soulagement, en proportion presque égale. « Prends soin d'eux pour moi », a-t-elle dit. « Je le fais déjà », a dit Laurie. C'était simplement la vérité. Il n'y avait aucune dureté dans ses mots.
Laurie est sortie du palais de justice après la tombée de la nuit. L'air de janvier lui cinglait le visage. Elle traversait rapidement le parking en direction de la voiture de Jonah dans la dernière rangée quand elle l'a vu. Le VUS noir. Le même que Beau avait fixé cette nuit-là sur Holstead Street. Même type de véhicule. Même façon de se tenir serré contre le trottoir, feu éteint et moteur en marche. Elle n'avait pas encore décidé si elle devait continuer à marcher ou faire demi-tour quand la portière s'est ouverte et qu'un homme est sorti. C'était la première fois que Laurie voyait Kane Marchetti. Plus grand qu'elle ne l'avait imaginé, larges épaules, veste noire ouverte dans l'air froid, comme si le froid n'était pas le genre de chose qui le préoccupait. Et un visage qui, même sous les pâles lumières jaunes du parking, pouvait être qualifié de beau. Mais beau d'une manière qui faisait reculer les gens plutôt qu'avancer. Le genre de beauté qui faisait que l'instinct vous disait que c'était un homme dangereux avant que l'esprit n'ait le temps d'expliquer pourquoi. Des yeux gris, les mêmes gris que sur la photo du garçon de 3 ans que Maggie gardait dans la boîte en fer blanc. Mais 33 ans avaient transformé l'ouverture de cet enfant en quelque chose de complètement différent. Froid, contrôlé et profond d'une manière que Laurie n'avait aucune envie d'explorer. Laurie Ashford, il a dit son nom comme quelqu'un qui lit un rapport. De l'intérieur de la voiture de Jonah, Beau a grogné bas et soutenu. Le genre de grognement que Laurie n'entendait que lorsque le chien sentait quelque chose qu'il n'aimait pas et voulait que cela se sache. Laurie n'a pas reculé. « Qui êtes-vous » Kane se tenait à 3 pas d'elle et a dit « Je suis le plus jeune fils d'Arthur et Margaret Marchetti. Je m'appelle Kane et je dois vous parler de mes parents. » Laurie est restée là, dans le parking sombre, et a laissé la phrase s'installer. Le plus jeune fils. L'enfant sur la photo. Le garçon de 3 ans enlevé du jardin de la maison à la porte bleue profonde en 91 et disparu depuis 33 ans. Elle l'a regardé, cherchant Arthur dans les lignes de son visage, cherchant Maggie dans sa mâchoire et ses pommettes. Et elle les a vus tous les deux si clairement qu'elle s'est demandé comment elle ne l'avait pas reconnu à la toute première seconde. Kane a expliqué brièvement. Pas de mots inutiles. Enlevé à 3 ans. Le système de placement familial de l'Illinois, on lui a dit qu'il avait été abandonné. Il l'a cru pendant 33 ans. Il n'a jamais cherché ses parents parce qu'il croyait qu'ils n'avaient pas voulu de lui. Il a appris la vérité 3 semaines plus tôt, grâce au dossier de la police de Chicago de 91, en enquêtant sur la dette de Doug. La première fois qu'il a compris qu'il avait été enlevé, pas abandonné. La première fois qu'il a su que ses parents l'avaient cherché chaque année pendant 3 décennies, il l'a dit d'une voix plate et contrôlée, comme s'il lisait le dossier de quelqu'un d'autre. Mais Laurie avait vécu avec la douleur assez longtemps pour reconnaître quand quelqu'un contrôlait sa voix, parce que s'il la laissait aller, elle se briserait. « Pourquoi n'avez-vous pas frappé à la porte » a-t-elle demandé. Kane est resté silencieux. Pas silencieux parce qu'il n'avait pas de réponse, mais silencieux parce que la réponse était quelque chose qu'un homme qui contrôlait la moitié de la pègre de Chicago ne savait pas comment dire à voix haute. Qu'il avait peur. Peur de frapper et de voir ses parents le regarder et ne pas vouloir de lui. Peur que 33 ans à croire qu'il avait été abandonné puisse encore être vrai, même si le dossier de la police disait le contraire. Peur d'une manière que le pouvoir, l'argent et la violence ne pouvaient pas résoudre. « Maggie regarde votre photo tous les soirs » a dit Laurie. Elle l'a dit ni doucement ni cruellement, simplement comme une vérité posée entre eux deux dans le parking froid pour qu'il en fasse ce qu'il voulait. La mâchoire de Kane s'est contractée, il a détourné le regard et Laurie l'a vu. Dans ce bref instant où il a tourné son visage, quelque chose s'est fissuré sur la surface d'acier. Rapide, puis disparu, mais elle l'avait vu. Elle a dit qu'elle organiserait la rencontre. Il a hoché la tête une fois, est remonté dans le véhicule, et le VUS noir s'est éloigné en silence. 2 jours plus tard, Kane est venu au studio de Bridgeport. Pas de veste, chemise sombre, pantalon ordinaire, les mains vides. Pas de Tristan, pas de garde du corps, personne d'autre que lui, debout devant la porte du 3e étage, les 2 mains pendantes à ses côtés. Il avait l'expression d'un homme utilisant chaque once de force qu'il possédait. La force qui avait bâti un empire, tué des hommes et contrôlé la moitié d'une ville. Simplement pour rester immobile et ne pas fuir. Maggie a ouvert la porte. Elle l'a regardé. Personne ne l'a présenté. Personne n'en avait besoin. Elle a regardé dans les yeux gris et y a vu Arthur.
Elle a regardé la ligne de la mâchoire et s'est vue elle-même. Elle a regardé le visage d'un homme de 36 ans et a vu le garçon de 3 ans qu'elle avait cherché pendant 33 ans, debout devant elle à la porte. Elle a porté ses 2 mains à sa bouche, puis elle a dit son nom, Kane, de la voix qui avait appelé ce nom chaque nuit pendant 33 ans dans la chambre qu'elle avait gardée intacte pour lui. La chambre avec le berceau, la couverture bleue et le camion jouet rouge sur le rebord de la fenêtre. De la voix qu'elle avait envoyée dans le vide où il avait disparu, avec la foi qu'un jour elle atteindrait la bonne personne. Kane se tenait dans l'embrasure de la porte et pleurait. Pas le genre de pleurs qui cache le visage ou se détourne. Il pleurait debout, les yeux ouverts, regardant sa mère. Des larmes coulaient sur le visage que tout Chicago craignait. Et c'était la première fois qu'il pleurait depuis qu'il était le garçon de 3 ans traîné hors de son propre jardin. Arthur est apparu derrière Maggie. Il a regardé son fils, le visage qu'il avait cherché pendant 33 ans, debout juste là devant lui, dans l'embrasure de la porte d'un studio au 3e étage à Bridgeport. Il n'a rien dit. Il s'est avancé et a étreint Caïn, l'a serré fort, très fort. L'étreinte d'un charpentier, un homme qui avait utilisé ses mains pour tout construire dans sa vie. Et il n'a pas lâché. Beau se tenait derrière eux, regardant l'homme étrange qui tenait d'Arthur. Et sa queue remuait, lente et certaine, de la manière que ce chien n'adoptait que lorsqu'il avait décidé que quelqu'un avait sa place ici. Laurie savait qui était Kane avant même qu'il ne le dise à voix haute. Non pas parce qu'il a avoué, mais parce qu'elle savait lire, savait chercher. Et quand un homme se présentait dans un parking sombre avec un VUS noir et qu'un lieutenant au visage froid envoyait une enveloppe dans une audience fédérale sans que personne ne l'ait invité, elle n'avait besoin de personne pour lui expliquer. Elle a cherché en ligne et ce qu'elle a trouvé n'était pas grand-chose, car les hommes comme Caïn ne laissent pas de traces sur Google. Mais c'était suffisant, assez pour qu'elle comprenne que l'homme qui venait de pleurer devant sa mère à la porte d'un studio à Bridgeport était l'homme que la moitié de Chicago n'osait pas nommer à huis clos. Le conflit était là et refusait de bouger. Le monde de Caïn était taché de sang. Laurie le savait avec une raison claire et sans illusion romantique. Il n'était pas un personnage de film. C'était un homme réel avec des mains réelles qui avait fait des choses dont elle ne voulait pas connaître les détails. Mais en même temps, elle le voyait aussi assis à la table de la cuisine du studio, buvant le thé que Maggie lui avait préparé. Et Maggie lui parlait de la chambre qu'elle avait gardée pour lui pendant 33 ans, du berceau, de la couverture bleue, du camion rouge. Et il était assis là, écoutant avec ses yeux gris, sans interrompre. Et Laurie se demandait si elle, une femme qui avait choisi de recueillir 2 étrangers dans ses bras au milieu d'une tempête de neige, avait le droit de rejeter leur propre fils maintenant qu'il avait enfin retrouvé son chemin. Elle n'avait pas de réponse à cette question, mais elle la laissa là où elle était et continua à vivre, car c'était la chose qu'elle faisait le mieux. Ce qu'elle ne savait pas, c'est ce que Frank Corsetti, 55 ans, le chef rival du sud de Chicago, savait déjà. Dans le monde où vivait Kane, la famille était une faiblesse. Et Corsetti avait passé 2 décennies à chercher la moindre faiblesse chez Kane Marchetti et n'en avait jamais trouvé. Parce que Kane n'avait pas de famille, personne, rien, sauf Tristan, l'Empire et le mur d'acier qu'il avait construit autour de lui. Maintenant, soudainement, il en avait une. Un couple de personnes âgées, une jeune femme, un bébé. Un studio au 3e étage à Bridgeport que le plus grand chef de la mafia de Chicago visitait chaque semaine sans garde du corps. Corsetti a mis des hommes sur eux. La 3e nuit de cette semaine-là, Laurie est rentrée du travail vers 11 heures. Elle a ouvert la porte du rez-de-chaussée et Beau a grogné. Pas le léger grognement qu'il faisait quand il entendait un chat errant dans la ruelle. Un grognement profond, venant de sa poitrine, de son ventre. Le genre de grognement qu'un matin de Naples de 60 kilos fait quand quelque chose d'ancien dans ses instincts lui dit que quelque chose ne va pas ici, en ce moment même. Laurie s'est arrêtée au pied des escaliers et a baissé les yeux. Des empreintes de chaussures sales sur la 2e marche, la 3e, jusqu'au 3e étage, juste devant la porte du studio, puis redescendant. Quelqu'un était monté, avait atteint sa porte, puis était reparti. Laurie est restée là pendant 10 secondes. Puis elle a sorti son téléphone et a appelé Kane. La première fois qu'elle l'appelait en premier. Kane est arrivé en 11 minutes. Il a vérifié les escaliers, les fenêtres, les serrures,
Le toit sans dire grand-chose. Il se déplaçait dans le studio avec la précision d'un homme habitué à évaluer les menaces avant les émotions. Il a appelé Tristan et a ordonné une sécurité 24 heures sur 24 autour de l'immeuble. À partir de maintenant, sans délai. Au moment où il s'apprêtait à partir, Beau s'est planté devant la porte. Pas de grognement, pas de dinde découverte. Juste debout de là, 60 kilos plantés entre Cain et la sortie. Puis, il a tourné la tête vers le canapé, comme pour indiquer une direction très précise. Cain a regardé le chien. Le chien l'a regardé en retour. Laurie les a regardés tous les deux et a presque ri, même s'il n'y avait rien de drôle dans la situation. Parce que Beau venait d'ordonner au chef de la mafia de Chicago de s'asseoir. Et le chef de la mafia de Chicago, après 3 secondes à regarder un mantin de 60 kilos bloquer la porte, s'est assis. Cain a dormi sur le canapé cette nuit-là. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il a dormi dans un endroit où d'autres personnes se trouvaient dans la pièce et il n'y avait pas d'armes à portée de main. Beau était couché à ses pieds, la tête reposant sur ses pattes avant, les yeux fermés. Le lendemain matin, Maggie lui a préparé du thé avant qu'il ne se réveille. Elle a posé la tasse sur la table à côté du canapé avec une serviette soigneusement pliée, par l'instinct d'une mère que 33 ans n'avaient pas effacé. Une semaine plus tard, Philip a appelé Laurie avec la nouvelle que tout le monde attendait. Doug et Vanessa avaient été arrêtés au Nevada, pris en flagrant délit de la même arnaque sur un autre couple de personnes âgées. La même histoire de maison endommagée, la même promesse d'investissement, le même plan pour disparaître. Le fils des victimes était devenu méfiant et avait appelé la police. Doug et Vanessa étaient détenus au Nevada en attendant leur procès. Ce que Laurie n'a jamais su, c'est que Tristan avait trouvé Doug 3 semaines plus tôt. Il savait exactement où Doug était, avec qui il était, ce qu'il faisait. Et Khan avait pris une décision qui lui avait coûté plus de maîtrise de soi que n'importe quel accord qu'il avait jamais conclu dans sa vie. Laisser la police s'en occuper au lieu de s'en occuper à sa manière. Ce soir-là, après le dîner, Laurie a annoncé la nouvelle à Arthur et Maggie. Le soulagement sur leur visage en apprenant que Doug avait été arrêté était réel et compliqué. Le soulagement de la suppression finale d'une peur spécifique. Et la douleur de savoir que la chose que vous aviez crainte était votre propre enfant. Et que son arrestation quelque part au Nevada n'était pas, de manière simple, une bonne nouvelle. Arthur a dit « Bien ». Un seul mot, portant plus qu'il ne pouvait contenir. Maggie a baissé les yeux sur ses mains sur la table et n'a rien dit du tout. Et le silence autour de cette chose non dite était du genre qui méritait d'être laissé tranquille. Corsetti n'a pas attendu longtemps. 2 semaines après la nuit des empreintes de chaussures dans les escaliers. Un mercredi après-midi, alors que Laurie était au restaurant et qu'Arthur était à un rendez-vous de routine avec Jonah au centre communautaire, 2 hommes sont venus au studio de Bridgeport. Seuls Maggie et Micah étaient à la maison. La porte arrière était en train d'être forcée. Le bruit du métal faisant levier contre la serrure résonnait dans l'escalier de service. Et Beau l'a entendu avant même que la porte ne soit complètement ouverte. Le chien s'est levé de l'endroit où il était couché à côté du berceau de Micah dans le salon et a poussé un seul rugissement. Un seul. Pas un grognement d'avertissement ou un grondement sourd dans sa gorge. C'était le genre de rugissement qu'un mantin de Naples de 60 kilos terre du plus profond de sa poitrine lorsque l'instinct protecteur de sa race est pleinement engagé. Le genre de son que l'on n'entend pas seulement, mais que l'on sent vibrer dans ses os. Et les 2 hommes qui venaient de forcer la porte arrière de la cuisine se sont figés sur place. L'un d'eux s'est retourné et a redescendu les escaliers de service immédiatement. L'autre n'a pas réussi. Beau a bondi et l'a cloué au sol de la cuisine, 60 kilos pressant sur sa poitrine. Ses 2 pattes avant bloquant ses épaules, son museau à 10 centimètres du visage de l'homme, sans bouger du tout. Le maintenant là, avec la patience absolue d'un animal qui savait qu'il était plus fort et n'avait pas besoin de prouver autre chose. Après cette morsure initiale nécessaire pour maîtriser la lutte de l'intrus, il n'a plus rugi ni attaqué pendant ces 4 minutes complètes, choisissant seulement de maintenir l'homme cloué au sol. Parce que Beau n'était pas un chien d'attaque, c'était un chien de protection. Et il y avait une différence. Maggie était assise dans la chambre, le dos contre le mur. Micah dans ses bras, les yeux fermés, calme. Pas le calme de quelqu'un qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais le calme de quelqu'un qui avait perdu un enfant,
perdu une maison, été abandonné dans la neige par son propre fils, et qui avait déjà traversé assez des pires choses que la vie pouvait offrir pour savoir que la peur n'aidait pas, et que la seule chose qu'elle pouvait faire maintenant était de garder le bébé dans ses bras en sécurité et de faire confiance au chien derrière la porte. Cain est arrivé 7 minutes après l'équipe de sécurité. Il a franchi la porte de la cuisine et a vu Beau assis devant la chambre. Son museau était strié de sang de la morsure au bras de l'intrus lorsque l'homme a tenté de se débattre la première fois. Sa courte queue a remué une fois quand il a vu Cain, comme pour signaler que le service était terminé. Cain s'est agenouillé, ses 2 mains sont venues bercer la tête de Beau, et il a appuyé son front contre celui du chien, restant ainsi pendant 30 secondes sans dire un seul mot. Tristan se tenait derrière lui, à regarder son patron agenouillé sur le sol de la cuisine, tenant le chien, et à détourner le regard. Corsetti n'a plus jamais été un problème après cette nuit. Personne n'a demandé pourquoi. Cain n'est jamais retourné au penthouse. Il a dormi sur le canapé du studio cette nuit-là, et la nuit suivante, et la nuit d'après. Et à un moment donné, personne n'a noté exactement quand, cela a cessé d'être temporaire. Mais le studio du 3e étage à Bridgeport n'était pas assez sûr. Cain le savait. Et 3 semaines plus tard, il a acheté une maison à Lakeview. 4 chambres, un jardin, un système de sécurité dont Tristan a personnellement supervisé l'installation. Et il a peint la porte d'entrée en bleu profond. Maggie s'est tenue devant cette porte bleu profond pour la première fois, et ses 2 mains se sont levées pour couvrir sa bouche. Le même geste que Laurie avait vu la première nuit dans le studio, quand Maggie avait réalisé que Laurie n'allait pas la quitter. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, ce n'était pas du soulagement, mais quelque chose de plus profond. Quelque chose comme si on lui rendait un morceau d'elle-même qu'elle avait cru disparu pour toujours. Arthur a posé une main sur son dos. Beau a franchi la porte bleu profond avant tout le monde. Il a reniflé le salon comme s'il effectuait une inspection de sécurité, puis s'est allongé au milieu du sol et a laissé échapper un long soupir de satisfaction, comme pour dire « D'accord, cet endroit est bien ». Ce qui a grandi entre Cain et Laurie n'a pas commencé à un moment particulier. Cela s'est développé lentement, tendu, plein de va-et-vient. Comme 2 personnes se tenant de part et d'autre d'une frontière qu'elles pouvaient toutes 2 voir, mais qu'aucune n'a franchi en premier. Cain ne savait pas comment être doux. Il savait comment protéger, comment contrôler, comment posséder. C'était le seul langage que 33 ans sans famille lui avaient jamais appris. Et Laurie ne se laisserait pas posséder. Mais chaque soir, il venait dîner. Chaque soir, il s'asseyait en face d'elle à la table. Il ne la regardait jamais directement trop longtemps. Mais il savait exactement quand elle était fatiguée avant qu'elle ne le dise. Il savait quand elle était inquiète et ne pouvait toujours pas le mettre en mots. Il savait quand elle faisait semblant d'aller bien, de la même manière qu'il avait fait semblant d'aller bien chaque jour pendant 3 décennies. Et Laurie a commencé à comprendre, lentement, au fil des dîners à la table de la maison de Lakeview, avec Maggie faisant du thé, Arthur lisant le journal, Micah babillant dans sa chaise haute et Beau couché sous la table, que Cain n'évitait pas de la regarder parce qu'il ne s'en souciait pas, mais parce qu'il s'en souciait d'une manière pour laquelle il n'avait pas encore de nom. Et ce manque de nom l'effrayait plus que Corsetti ou n'importe qui d'autre ne l'avait jamais effrayé. Micah a eu de la fièvre pendant 3 nuits d'affilée. La première nuit, Laurie s'en est occupée seule, comme elle en avait l'habitude, le portant d'avant, en arrière, linge chaud, médicaments contre la fièvre, attendant. La deuxième nuit, Maggie est restée avec elle dans le salon jusqu'à 4 heures du matin. La troisième nuit, alors que Laurie tenait Micah dans la cuisine vers 1 heure du matin, les yeux gonflés par le manque de sommeil, les cheveux emmêlés, la chemise tachée de lait régurgité, Cain est entré dans la maison sans frapper. Parce qu'il avait une clé depuis la semaine précédente, même si personne ne la lui avait officiellement donnée et que personne n'avait officiellement demandé à la récupérer. Il l'a regardé, debout là, et regardé Micah, pleurant sur son épaule, et s'est dirigé droit vers elle. Sans demander, sans expliquer, il a glissé ses 2 mains sous Micah et a soulevé le petit garçon de ses bras. « Va dormir !» 2 mots, un ton qui n'admettait aucune négociation. Laurie a voulu protester, car l'instinct construit au fil des mois à élever son fils seul lui disait qu'elle devait le faire elle-même. Mais elle a regardé les mains qui tenaient Micah. Des mains larges et stables. Des mains dont elle savait qu'elles s'étaient refermées sur des gorges, avaient approuvé des meurtres,
avait bâti un empire sur le sang et la violence. Et ses mains tenaient son fils si doucement que Micah a cessé de pleurer en 1 minute, le petit corps s'ajustant contre la poitrine de Cain, un petit poing agrippant le tissu de sa chemise. Et puis il a dormi immédiatement, comme si c'était l'endroit le plus sûr du monde. Laurie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant cette scène, et a senti quelque chose s'effondrer en elle. Le mur qu'elle avait construit depuis le jour de la mort de Michael. Le mur qui disait qu'elle devait tout porter elle-même parce qu'il n'y avait personne d'autre. Le mur qui l'avait maintenue debout, mais l'avait aussi maintenue seule. Et il n'est pas tombé avec fracas, mais tranquillement, lentement, comme la neige qui fond. Et elle l'a laissé tomber parce qu'elle était trop fatiguée pour continuer à le tenir. Et parce que l'homme qui portait son fils endormi dans sa cuisine à 1 heure du matin lui avait donné une raison de lâcher prise. 10 mois plus tard, un dimanche après-midi dans le salon de la maison de Lakeview, Micah avait 14 mois et était assis par terre avec Beau couché à côté de lui. Ken était assis dans le fauteuil, lisant un rapport financier qu'il faisait semblant d'être les nouvelles. Micah leva les yeux, regarda Cain avec la concentration délibérée d'un enfant s'entraînant à quelque chose en privé depuis plusieurs jours, et dit clairement, avec confiance, un seul mot. « Papa ». Le salon devint silencieux. Maggie préparait du thé dans la cuisine. Sa main se figea en l'air, puis se leva pour couvrir sa bouche. Arthur, assis dans le fauteuil près de la fenêtre, renversa la tête en arrière pour regarder le plafond, comme il le faisait quand quelque chose avait complètement brisé ses défenses. Cain baissa le journal, regarda Micah. Le petit garçon leva les 2 bras comme le font les enfants quand ils veulent être pris, frappa ses mains contre l'air et répéta « Papa, papa », avec la certitude absolue que l'homme en face de lui répondrait. Cain prit Micah dans ses bras. Micah lui tapota le visage avec une petite main. Cain ferma les yeux. Laurie se tenait dans l'embrasure de la porte de la cuisine, des larmes coulant sur son visage, et ne les essuya pas. Parce qu'elle voyait la chose qu'elle avait crue morte avec Michael. Un homme tenant son fils comme si cet enfant était la seule chose au monde qui comptait. 4 mois plus tard, on a diagnostiqué une maladie cardiaque et Arthur. Obstruction artérielle sévère, pontage coronarien nécessaire, 60% de chances de guérison complète. La salle d'attente chirurgicale, 6 heures. Laurie, Maggie, Cain, Jonah. Maggie était assise droite, les 2 mains jointes sur ses genoux, silencieuse, comme quelqu'un qui mettait toute sa force à ne pas s'effondrer. Jonah vérifiait constamment son téléphone, lisait le dossier du chirurgien, cherchait des statistiques, car c'était ainsi qu'il faisait face à la crise. Par l'information. Cain était assis à côté de Laurie, les 2 mains serrées sur ses cuisses, les jointures blanches et ses mains tremblaient. Laurie baissa les yeux sur ses mains, des mains qu'elle n'avait jamais vues trembler, des mains qui avaient tué, construit et contrôlé, et n'avaient jamais tremblé devant quoi que ce soit. Et elle tremblait parce qu'il venait de retrouver son père après 33 ans et risquait de le perdre sur une table d'opération avant d'avoir eu la chance de dire tout ce qui devait être dit. Laurie posa sa main sur la sienne. Elle ne dit rien. Cain baissa les yeux sur sa main, petite et chaude sur la sienne, et il ne la retira pas. Arthur s'en est sorti. Il a récupéré lentement et avec irritabilité, car il lui était interdit de faire quoi que ce soit de lourd. Et il montrait cette irritation par des commentaires sur la vitesse à laquelle les autres travaillaient. Des commentaires que Jonah recevait avec une patience professionnelle, et que Cain entendait avec quelque chose qui ressemblait à un sourire. Cain s'asseyait avec Arthur dans sa chambre tous les soirs. Père et fils se disant les choses qui n'avaient jamais été dites en 33 ans de séparation. Un soir, Arthur dit « Je t'ai cherché tous les jours. Ta mère priait tous les soirs. Nous n'avons jamais arrêté. » Cain dit « Je sais, maintenant je sais. » Arthur regarda son fils. « Es-tu en colère? Parce que nous ne t'avons pas trouvé. » Cain resta silencieux un long moment, puis il dit « J'ai été en colère toute ma vie, mais je suis là et tu es là, et je ne veux pas gaspiller le temps qu'il nous reste en colère. » Arthur hocha la tête. Il n'essaya pas de le persuader davantage. Juste 2 hommes assis l'un à côté de l'autre dans une pièce. La lumière chaude d'une lampe, Beau couché au pied du lit d'Arthur, et 33 ans de perte commençant lentement, imparfaitement, mais véritablement, à être déposés.
Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer à un stade précoce est tombé à l'automne de l'année suivante et Cain a réagi de la seule manière qu'il connaissait. Il voulait le meilleur hôpital, les meilleurs médecins, le meilleur établissement de soins pour la mémoire de tous les Illinois. L'argent n'était pas un problème. Il paierait n'importe quel prix demandé. Laurie s'est assise en face de lui à la table du dîner ce soir-là et a dit d'une voix qui n'était pas forte mais ne laissait aucune place à la discussion. Elle reste à la maison. Nous trouverons une solution et nous le ferons. Cain l'a regardé et a hoché la tête. Car au cours des derniers mois, il avait appris que lorsque Laurie disait quelque chose sur ce ton, ce n'était pas une suggestion. C'était une décision. Et la plupart du temps, elle avait raison. Les mois qui ont suivi n'ont pas été faciles et il n'y avait pas de manière honnête de raconter l'histoire de voir quelqu'un que l'on aime se perdre morceau par morceau et d'appeler cela autre chose que difficile. Maggie avait de longues périodes de clarté. Des jours où elle était entièrement elle-même, vive, chaleureuse, drôle de la manière sèche et précise que Laurie avait aimé dès les premières semaines dans le studio de Bridgeport. Et puis, il y avait des jours où le brouillard s'installait, épais, et elle se déplaçait dans la maison de Lakeview avec le soin étrange de quelqu'un se tenant dans un endroit qu'elle reconnaissait mais ne pouvait pas tout à fait faire confiance. Ces jours-là, il y avait toujours quelqu'un à proximité. Pas à la surveiller, pas à lui donner l'impression d'être gérée. Juste présent et à portée de main, pour qu'elle n'ait jamais peur et ne soit jamais laissée seule à se perdre dans la confusion. Mais celui qui la trouvait le plus souvent n'était ni Laurie ni Cain. C'était Beau. Quand Maggie oubliait le chemin de la cuisine à la chambre, Beau se levait et marchait devant elle lentement, attendant qu'elle le suive, la guidant dans le couloir jusqu'à la bonne porte, puis s'allongeant au pied du lit et y restant jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau installée. Maggie a toujours reconnu Beau, jusqu'à la fin. Quand le nom de Laurie se brouillait parfois avec celui de quelqu'un d'autre, quand le visage de Cain la déconcertait parfois pendant quelques secondes avant que la mémoire ne rattrape son retard, Beau est restée la seule constante que la maladie d'Alzheimer ne pouvait pas toucher. 60 kilos de fourrure grise, des yeux tristes et une loyauté absolue qui n'avait besoin d'aucune mémoire pour survivre. Le dernier jour où Maggie a été complètement lucide était un dimanche après-midi d'octobre. Cain était assis à côté de son lit et Maggie lui tenait la main fermement, avec les mêmes mains qu'elle avait utilisées pour le porter quand il avait 3 ans. Et maintenant, elle le tenait alors qu'il en avait 37. Et elle a dit, « Tu es rentré à la maison. » Ce furent les derniers mots de Claire qu'elle ait jamais prononcés. Maggie est morte dans son sommeil un mardi matin au milieu de ce mois. Dans la chambre de la maison à la porte bleue profonde, Arthur à ses côtés, sa main tenant de la sienne. Beau était couché au pied du lit et n'a pas mangé pendant 3 jours après. Arthur a porté son chagrin avec la dignité particulière d'un homme apprenant à rester entier après avoir passé 50 ans à être la moitié de quelque chose. Il a gardé la plante de Maggie en vie sur le rebord de la fenêtre de la cuisine, l'arrosant chaque matin avec la même attention soignée qu'il avait accordée à tout ce qui comptait dans sa vie. Il a gardé sa chaise à la table du dîner. Il n'avait besoin de personne pour lui dire comment porter ce qu'il portait. 8 mois plus tard, Arthur est décédé un dimanche matin de printemps. Dans le fauteuil près de la fenêtre, surplombant le jardin qu'il avait planté durant ce premier été à Lakeview. Paisiblement, son visage tourné vers la lumière du petit matin, Beau était couché à côté du fauteuil et n'a pas bougé. Laurie l'a trouvé en descendant à la cuisine et elle laisse rester un moment dans l'embrasure de la porte du salon avant d'aller vers lui. Parce qu'elle voulait garder l'image de lui exactement comme il était, paisible, face au matin, dans la vie qu'il avait choisi de rester. 6 mois plus tard, un soir dans le salon de la maison de Lakeview, Micah jouait par terre avec Beau. La plante de Maggie était sur le rebord de la fenêtre dans la dernière lumière du jour. Le fauteuil d'Arthur était toujours dans le coin de la pièce. Et Cain s'est agenouillé devant Laurie. Pas de restaurant, pas de public, pas de performance. Juste lui et elle, et Micah et Beau, et les choses qui restaient des personnes qui les avaient aimées. Il a dit, « Je ne sais pas comment aimer de la bonne manière. J'ai tué, j'ai détruit. Mais toi, Micah et mes parents m'avaient montré que je peux être autre chose qu'un monstre. Et je veux essayer avec toi si tu me le permets. » Laurie l'a regardé, l'homme que tout Chicago craignait, agenouillé sur le sol du salon. Les yeux gris,
une main tenant une bague tremblante. Et elle a pensé à la nuit de la tempête de neige, à l'arrêt de bus, à Maggie agrippant la fourrure de Beau dans le taxi, à Arthur réparant le robinet, à Micah disant « Papa », à toutes les choses qui n'auraient jamais dû arriver et qui pourtant sont arrivées, parce qu'elle n'a pas continué son chemin cette nuit-là. « Oui », a-t-elle dit, « mais c'est Beau qui m'accompagne à l'hôtel. » Kane a dit « Je serais déçu s'il ne le faisait pas. » Le mariage a eu lieu avec 40 invités dans le jardin de la maison de Lakeview, le dernier samedi de septembre. Beau a marché à côté de Laurie jusqu'à l'hôtel. 60 kilos de matin de Naples, la laisse enroulée de fleurs blanches, marchant avec une solennité constante, comme s'il comprenait exactement quel était son devoir aujourd'hui. Nina est venue de Boston, plus douce maintenant, plus réelle qu'elle ne l'avait été à l'audience du tribunal, et elle a longuement serré Laurie dans ses bras à son arrivée. Des photos de Maggie et Arthur étaient placées sur la table des fleurs à l'avant. Le fauteuil d'Arthur était au premier rang, vide, avec une fleur blanche posée dessus. Et la porte bleue profonde se tenait derrière tout cela, ouverte comme elle était toujours restée ouverte. La famille, ce ne sont pas les gens que l'on vous donne à la naissance. La famille, ce sont les gens que vous choisissez encore et encore, surtout lorsque choisir coûte quelque chose de réel. C'est la porte qui reste ouverte même après que quelqu'un en soit sorti. C'est la table qui a toujours assez de chaises. C'est le chien couché à vos pieds à 2 heures du matin alors que le monde entier dort. Et vous avez besoin de savoir que vous n'êtes pas seul. C'est tout le sens de la chose et c'est là que l'histoire trouve sa fin. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui, selon vous, a besoin de l'entendre aujourd'hui. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour que nous puissions continuer à écouter ensemble d'autres histoires inspirantes chaque jour. Nous aimerions vraiment savoir ce que cette histoire vous a fait ressentir et à qui elle vous a fait penser dans votre vie. Alors, laissez un commentaire ci-dessous. Nous lisons chaque ligne et chérissons chaque mot que vous partagez avec nous du plus profond de votre cœur. Merci d'avoir été avec nous. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent cette vidéo une bonne santé, une vie joyeuse et des jours paisibles. Au revoir et à la prochaine vidéo.